L'hérésie, y en a toutes les couleurs, ok, ok. Dans la fratrie des fils de l'empereur, ok, ok. L'hérésie du petit encron qui a mangé trop de lardons et qui se fait bolosser par les crocs du boucher. Sanguinus qui se regarde dans le miroir et on n'y voit plus que de la rage noire. L'hérésie a touché Mortarion, ok, ok, lui donnant de grosses indigestions, ok, ok. L'hérésie du maître de guerre qui veut destituer son père, qui juste en pleine ascension reste sur le trône comme un con. L'ami Fulgrim et ses grosses tototes, qui a décapité son meilleur pote. Vous saurez tout sur l'hérésie. Lionel, Jojo, Perturabo, le père Rogal qui fait des murailles, le petit Horus, le grand Magnus, trahison et légion brisée. Je vous dirai tout sur l'hérésie. On dit que Magnus dit nothing wrong, ogé, ogé. Et il se pointe dans la salle du trône en tongue, ogé, ogé. Y en a un qui a pu toute sa tête et qui a détruit sa planète à coup d'exterminatus et ce bon vieux Conrad Kurz. Pendant qu'on fait la guerre dans la toile, l'impérium se fait niquer par Lupercal. L'hérésie affecte Corvus Corax, ogé, ogé, qui fabrique des Space Marines dégueulasses, ogé, ogé. L'hérésie de l'Alpha Légio, avec ses primarques jumeaux, qui fout un sacré boxon sur les lunes de Pluton. Et pendant ce temps-là, dans le Songundus, Gilliman boit son rosé pamplemousse. Vous saurez tout sur l'hérésie. Lionel, Jojo, Perturabo, le père Rogal qui fait des murailles, le petit Horus, le grand Magnus, trahison et légion brisée. Vous saurez tout sur l'hérésie. Et salut à tous les amis, salut à tous mes amis wargamers et ruralistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rural Hammer. Donc vous vous en êtes rendu compte, cet épisode part avec une promesse, il part avec la promesse de tout connaître de l'hérésie d'Horus. Vous saurez tout sur l'hérésie. Eh bien, à vrai dire, ce titre est un petit peu mensonger car ici, nous n'allons pas vraiment parler de l'hérésie d'Horus sous son incarnation de l'or. Imaginez le truc, il doit y avoir 80 bouquins. Je vais pas pouvoir tout couvrir avec une émission d'une heure. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'est le jeu Horus Hérésie, qui en est à sa deuxième version actuellement. Et pour ce faire, eh bien, je m'accompagne d'un petit spécialiste en la matière. J'ai nommé Robin. Comment ça va, Robin ? Salut à tous, ça va super bien, merci pour l'invitation. Donc là, on va parler un peu de l'Horus Hérésie. Ça fait plaisir de parler du jeu, en tout cas, merci de m'inviter. Et alors, spécialiste, on va dire, je suis spécialiste dans les règles, dans les jeux, mais c'est vrai que j'ai pas énormément non plus la connaissance de toute la narration de l'Horus Hérésie. J'ai quelques armées de Space Marine, évidemment, en V2 de l'Horus Hérésie, mais je peux pas tout couvrir non plus, quoi. C'est pour ça que je fais partie d'une grosse équipe qui, là, par contre, on est spécialisé dans l'Horus Hérésie, et là, on a beaucoup de légions. Ça, c'est clair. Tu as tout dit. Bien d'accord. Parlons un petit peu de toi dans un premier temps, si tu devais faire un petit peu ton petit portrait de joueur et de hobbyiste, quel serait-il ? Alors je pense que c'est assez classique, c'est-à-dire j'ai commencé dans les années 2000, genre je devais avoir 12 ans en 5e, j'ai vu ça dans une vitrine, des figurines incroyables, j'ai tout de suite flashé sur des tyrannides, voilà, pas de chance. Et petit à petit, anniversaire, Noël, tout ça, j'ai accumulé une armée. J'ai la chance d'avoir une grande famille et on avait tous une armée différente et donc on pouvait jouer entre frères, et c'était vraiment très très bien. Et puis au fur et à mesure du temps, tu développes plusieurs armées, tu commences à lire les livres, t'intéresses à l'histoire, tu vois que c'est beaucoup plus grand que simplement un jeu de figurines ou de modélisme, t'essayes de peindre, tout ça. Donc je pense un petit peu comme tout le monde, et puis après t'as tous les univers, que ce soit futuriste ou médiéval fantastique. Après, ça touche aussi au Seigneur des Anneaux, parce que le hobby est maintenant très très large. Donc, je pense que j'ai un parcours assez classique, pas trop d'originalité là-dessus. J'ai commencé tôt, quoi, très jeune.
Ouais, puis en plus tu es un très bon peintre et tu fais d'ailleurs partie d'une petite équipe assez spécialisée en la matière. Tu fais partie de l'équipe de Sales Figurine Studio. Alors dis-nous si Rémi est un patron sympa. Est-ce qu'il vous fait faire des semaines de 60 heures? Est-ce qu'il vous harcèle sexuellement, etc. Alors, je dirais qu'on fait des semaines d'équipe sur des gros projets. Je pense que vous avez dû voir des titans, des légions impériales entières. Ouais. Donc, on se fait un petit peu des grosses semaines. Effectivement, on passe beaucoup d'heures ensemble. Donc, non, il n'y a pas de harcèlement sexuel, pas encore, et heureusement. Donc, alors moi, ça fait depuis avant le Covid que j'ai rejoint l'équipe Sales Figurines. Ouais. Donc là maintenant, je fais de la peinture forcément. C'est Rémi qui m'a formé à la peinture. À la base, je voulais apprendre à me débrouiller un peu mieux. Et donc j'ai appris d'abord la peinture, les bases de pinceau, et ensuite les bases à l'aérographe. Puis après, avec la pratique, tu te perfectionnes assez vite. C'est assez complet comme formation et ça permet d'avoir des résultats assez rapides. Et donc là, depuis 7-8 ans maintenant, on a pas mal de gens dans l'équipe, effectivement. On est 7 là en ce moment. Beaucoup de projets en cours. Ouais. Et écoute, on est toujours content de faire et des vidéos, puisque maintenant aussi, je fais de la peinture, mais je me suis aussi formé un petit peu à faire du montage vidéo. Donc il y a quelques vidéos sur notre chaîne où c'est moi qui ai fait le montage simplement. Ouais, excellent. Ouais. Donc on s'est pas mal diversifié. Et puis bon, je sais pas si tu as vu les projets qui sont en cours là, t'as un peu regardé, t'as un peu discuté avec Rémi? Ah, c'est n'importe quoi, je vois l'ambition de refaire Isvan 4, tu vois, avec toutes les légions présentes. Je vois un hybride, rapport de bataille, légion impérialiste Warhammer 40 000. Je vois des batailles Star Wars qui font 8 mètres de long. Enfin ouais, on est toujours dans le grand n'importe quoi hein, chez Sales, quoi. Ah ben, on met la barre très très haut, c'est-à-dire qu'on a déjà fait Isvan 3, enfin quelques petits épisodes. Ouais. Et là, on a décidé de faire Isvan 5, donc avec les 11 légions, plus l'Adeptus Mechanicus. Et on s'arrête pas là, nous on va jouer sur les 3 échelles, que sont les batailles spatiales avec toutes les flottes de toutes les légions, les batailles titanesques, donc en légion impérialiste, et bien sûr toutes les légions avec au niveau de l'échelle Wargamer, quoi. Donc avec les tables qui vont avec. Donc c'est un projet titanesque, imagine, hein, 11 légions complètes, hein, c'est pas genre une escouade dans une légion, hein, c'est vraiment 50, 60 voire 100 marines, 20, 30 Terminators, des blindés, des modules d'atterrissage, des titans pour chaque légion, enfin c'est un boulot de fou. Ouais, j'imagine. Mais bon, on est pas mal à bosser sur chacun un petit élément et tout. Et puis ce qui vraiment nous anime, c'est après de le mettre en vidéo et puis de voir des plans de dingue. Enfin, ah ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, on s'éclate. Ouais, bon, on en avait déjà parlé dans une émission avec Rémi, évidemment que le projet, on ne peut que y adhérer, hein, créer quelque chose de beau et de gigantesque à la fois. Naturellement, je vote pour. Et d'ailleurs, +1 pour la formation et la qualité de la formation chez Sales, hein, parce que j'ai fait la même que toi. Excellent. Tout va bien. Et si on devait parachever un peu ce portrait de joueur, quelles sont tes factions de cœur? On va dire, allez, tout jeu confondu, quoi. Ah, Tyrannide pour le Warhammer 40 000 et bon, Horus Heresy, ils sont en train d'arriver, donc on peut dire quand même Tyrannide. Ouais. Sur Serre des Anneaux, Lysangar, par exemple, si on parle de jeux games. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeux principaux comme ça? J'ai pas de grand chose en tête. Disons, on va rester sur du 40K. J'ai du Black Templar, j'ai du World Eater. Ouais. En 40K et en 30K. En 30K, j'ai une grosse armée, mais en 40K aussi. Et j'ai du démon de corne. Ouais, ils sont super beaux, tes World Eaters, tout blanc, là, je les ai déjà vus, vraiment excellents. Sympa. Et après, moi, ce que je faisais aussi, c'est que j'animais des parties, des campagnes narratives avec des potes. Et donc, j'ai peint ou j'ai acheté des factions pour jouer des PNJ, tu vois, genre de l'Astra Militarum PNJ pour chaque cité de la planète. Et donc, je dois avoir 3 ou 4 armées avec un schéma de peinture différente d'Astra Militarum. Ouais, excellent. Bon, j'ai plein d'armées, on va dire. Mais disons, mes armées de cœur, comme était ta question, ce sont les Tyrannides et les démons de corne avec des World Eaters. Bien, figure-toi que des Tyrannides, je vais en peindre pour très bientôt. Ce sera la première fois. Je me fais une petite patrouille d'abordage de 500 points. Là, je sens que je vais me régaler. Ça va être sympa. Ah, ça. Génial, excellent. En plus, les nouvelles figurines sont vraiment dingues. Donc, tu fais bien.
Ouais, je fais que ça avec des figurines récentes. Là, tu vois, il y a les nouveaux Lictor, les Hormagaunt, le Death Sleeper là qui est trop beau. Et puis évidemment, ils viennent d'annoncer des nouveaux rôdeurs. Et franchement, ces mecs-là, je les imagine vraiment très forts Ouais. dans des coursifs de vaisseaux spatiaux, quoi. Alors c'est marrant, ces nouveaux rôdeurs, ils ressemblent vraiment, tu vois, ils ont un peu le style des anciens rôdeurs. Je sais pas si t'as connu les anciens rôdeurs, genre V3, V4, quand ils étaient en plomb, tu vois, un peu serpentin comme ça. Tout à fait, ouais. Et je trouve qu'ils ont un peu ce feeling là, au niveau de la silhouette et du dynamisme, mais avec les griffes et la tête mixées avec les nouveaux, tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Je trouve que c'est un bon clin d'œil. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit dans les gammes très modernes de figurines des très solides clins d'œil en fait à ce qu'ont été les gammes Bien sûr. dans le passé. Moi, ça me plaît beaucoup ce petit aspect-là de la nostalgie un peu planquée. Hein. Mais les tyranides en priorité avec la sortie du tueur hurlant. Hein. Le tueur hurlant, c'est typiquement de la V2, V3. Quoi. Ah oui, c'était le génial. premier modèle de Carnifex, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on a déjà complètement dévié alors que l'émission n'a même pas commencé. Venons-en à l'histoire de l'hérésie d'Horus avant de venir au jeu. Parce que, avant tout, l'hérésie d'Horus, c'est ça, c'est une saga littéraire et même une saga littéraire absolument phénoménale en termes de volume. Toi, comment t'as traversé cette saga déjà ? Est-ce que t'as été pris dedans dès le début ? Bref, quel est ton ressenti global après ce qui doit être à peu près 20 années de parution ? Alors moi, j'ai commencé par les livres de règles, hein, simplement, le lore qu'il y a dans les bouquins de règles, que ce soit le bouquin de base et les codex. Donc, j'ai commencé par la 3e édition, donc je suis passé par toutes les éditions. Et à chaque fois, tu relis le bouquin de règles et les codex, le lore. Donc, ça frôle un petit peu l'Horus Hérésie, hein, puisque c'est quand même l'élément central. Ouais. Mais j'étais essentiellement sur du 40K, donc au final, le 30K et l'historique de l'Horus Hérésie. Je suis passé à côté pendant des années, parce que j'étais anti-humain, anti-impérium, anti... tout ce qui n'était pas tyrannide en fait, et moi c'était tout le reste, c'est de la biomasse, hein, vraiment, j'avais cet état d'esprit là, j'étais chasseur. et donc en fait, depuis que j'ai intégré le studio de Salaise Figurines, et ben eux ils sont à fond sur l'Horus Hérésie, et là moi je suis allé avec, et là je me suis beaucoup plus intéressé au lore de l'Horus Hérésie. Donc j'ai commencé avec les bouquins, les romans, quoi, et je suis tombé dedans, et puis maintenant je les lis régulièrement, et même que quand je peins, je les écoute en livre audio, tu vois, maintenant, parce que j'ai pas assez de temps, donc je les écoute maintenant. Ouais, j'ai vu que cette offre commerciale-là commençait gentiment à se développer. Je m'y suis pas intéressé des caisses, mais du coup c'est dispo sur Audible, genre en français, du coup. Ouais, c'est ça. En français, alors tu les as en anglais, ils sont beaucoup plus avancés, mais en français, il t'en sort pratiquement un tous les 3 mois, quoi. Ok. On doit être au 12e tome, là, 11e ou 12e tome. Moi, j'en suis au 10e. Ouais, c'est pas mal. Alors, t'as 2 narrateurs, là, en français. T'en as un qui était vraiment très très bien, et un autre un peu moins, et je sais pas, là, c'est celui qui est un peu moins bon, qui a l'air de prendre le lead, Écoute, ça s'écoute, de toute façon, ça fait toujours gagner du temps, donc... Ouais, mais ça aurait pu être pire, hein, parce que sur Audible, n'importe qui fait des narrations, hein. Il y a Nicolas Sarkozy qui a fait des lectures, donc bon, t'imagines. Mais non, incroyable. Punaise, mais il devrait vérifier quand même la qualité d'un narrateur. Nicolas Sarkozy vous raconte l'ouverture de la grande faille, tu vois. Ah ouais, ça c'est énorme. Mon Dieu. Du coup, parmi ces romans, parmi tous ces bouquins, tes chouchous, si tu en as, peut-être qu'il y a un épisode qui... Parce que, ok, l'hérésie d'Horus, ça couvre à peu près 8 ans d'histoire, mais dans ces 8 ans, ça se déroule dans une galaxie. Donc évidemment qu'il y a énormément de passages un peu séparés, certains nourrissant la trame principale et d'autres qui se déroulent un peu aux confins de l'espace. Est-ce que toi, dans tout ça, il y a un épisode, un roman ou tout simplement un événement qui t'a plus marqué que les autres, quoi? Alors ouais, pour moi, il y a 3 éléments qui m'ont vraiment marqué. Alors déjà, le premier bouquin que j'ai commencé, c'était le premier hérétique. J'ai commencé par ça, et je conseille à ceux qui n'ont encore jamais eu de bouquin, qui s'interrogent sur la manière de commencer, il faut lire en premier, pour moi, hein, le premier hérétique. Ça pose les bases de l'univers. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et ça te donne tout de suite le cœur nucléaire du problème, les acteurs principaux, et c'est bon, quoi. T'as tout, quoi. Là, après, tu peux lire un peu n'importe lesquels, même ceux qui vont partir un peu en périphérie. C'est pas grave.
le cœur, c'est le premier éthique. Et après, tu peux enchaîner et c'est top. Donc moi, là-bas, c'est ça. Premier éthique, premier bouquin. Ensuite, j'ai lu Félon, qui m'a beaucoup plu, forcément avec mes World Eaters et puis l'affrontement avec les Blood Angels, très très intéressant. Je vais pas spoiler. Ouais. Et et sinon, j'ai, de toute façon, ça doit être, je sais même pas dans quel, ça doit être dans le premier éthique de toute façon. L'événement qui m'a vraiment soufflé, c'est quand l'empereur il se matérialise et il fait agenouiller Lorgar et sa légion. Tu vois, ça m'a, oh là là, Ouais. incroyable, magnifique. Oui, c'était en représailles sur sa planète, sur la planète chapitrale des Warbearers, quoi, je crois. Ouais, c'est ça. Avant que les ultramarines la détruisent, quoi. Tu vois, Oui, c'est ça, ouais. Incroyable. Ouais, il le fait s'agenouiller et du coup, il est en compagnie de Gilliman également. Ouais, Et exactement. il leur donne le bombardement total de cette grande ville magnifique. Non, mais l'empereur est pas là. L'empereur n'est pas là. Il est là sous forme spirituelle. Ouais, c'est ça, ouais. Sous forme de divine, tu vois, en forme pouvoir psychique. Il y a Gilliman qui est là avec des custodes. Et là, tu as la présence de l'empereur qui arrive, qui fait agenouiller toute la légion des World Bearers. Et Lorgar s'agenouille et ils se font humilier, quoi. Incroyable. C'est incroyable. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment Très de marquant cette pour moi. humiliation que commence tout, hein, quelque part, quoi. Ah, mais oui, exactement. C'est vraiment l'événement marquant pour moi. Ouais, et ça m'a vraiment, vraiment plu. Ouais. C'est ça qui est rigolo avec le personnage de Lorgar qui est complètement mis au second plan dès lors qu'on parle un peu de valeur martiale et tout, mais putain, en termes d'influence sur le déroulé des événements, le mec est clairement sur le podium, quoi. Non, c'est incroyable. Et puis c'est lui qui part, et il fait les expériences, quoi. C'est lui qui y va, quoi. Et après, il va convaincre ses frères. Non, très très bon, très bon Lorgar. Donc du coup, toi, finalement, c'est pas à cause des romans que t'es allé vers le jeu en lui-même, quoi. L'un a plutôt donné naissance à l'autre, quoi. T'as commencé par le jeu et ensuite t'as creusé de plus en plus le lore, quoi. Ouais, non, c'est exactement, ouais. Et du coup, quel regard tu avais en fait sur la première incarnation du jeu, donc tu vois la V1, qui était un peu à l'époque sous un signe premium, hein, surtout incarné par la gamme. C'est que sur Forge World, ouais, c'est ça. On avait à la fois cette gamme Forge World très élitiste, une communauté de joueurs qui était assez restreinte quand même, et puis un suivi de l'éditeur qui n'était pas évidemment au même niveau que les autres gros jeux de l'éditeur. Toi, durant la V1, en gros, qu'est-ce que tu as fait ? Je sais que tu as commencé en V2, mais déjà, est-ce qu'à l'époque, ça te donnait envie tout ça ? Alors, pas du tout. C'était l'époque où moi j'étais à fond justement sur mes tyrannides et je faisais un peu du compétitif. Et je voyais des Space Marines, je supportais pas le Space Marine, donc alors faire un jeu avec que des Space Marines, mais je trouvais ça débile. Oh là là, affreux. Donc la V1, je suis passé totalement à côté, alors que j'adorais la version, hein, la version du jeu V6, puis après V7, je trouvais ça top. Mais alors Loris Heresy, alors j'avais plein de potes, hein, dans mon groupe d'amis qui essayaient de me convaincre, vas-y on fait de Loris Heresy, mais c'est génial. Et leur argument c'était ça, tu peux faire une escouade de 10 Space Marines avec des plasmas ou 10 lance-flammes. Mais c'est complètement con, hein. Ça sert à rien de faire ça. Donc non, ça m'a pas du tout motivé. Par contre je trouvais les figurines étaient belles, ça oui, les blindés et tout, mais c'est vrai que c'était un peu obscur, t'étais obligé d'aller sur Forge, ça coûtait une blinde, c'était en résine, alors j'avais chopé déjà des titans, des bio-titans tyrannides, donc j'ai déjà eu un peu la qualité Forge entre les mains, ouais. Et de voir que c'est pour des petites figurines ou des petites conversions d'épaulettes ou de têtes et tout, oh là là, c'est trop compliqué, trop cher, ouais non, j'ai vu ça de loin, mais j'ai touché même pas des yeux, quoi. Non. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en V2, quoi ? Qu'est-ce qui t'a fait venir dans le jeu en V2 de manière assez massive, du coup ? Alors, je pense que c'est surtout aussi le fait que le temps est passé, donc après j'ai eu du boulot, plus de rentrée d'argent, et que au final les figurines sont passées plastiques. Ouais. J'avais plus d'argent, j'avais plus de temps pour peindre le soir par exemple, je rentrais moins tard, tout ça, et donc en plus je commençais un petit peu à intégrer le studio Sales Figurines qui eux ils sont à fond, enfin maintenant on est à fond sur du Space Marine et de l'Horus Heresy. Et puis chaque année on se fait un petit challenge, ok cette année les gars il faut qu'on fasse un nouveau truc, nouvelle armée ou nouveau jeu, tu vois, on se fait toujours un petit peu des challenges pour pas rester dans
dans les mêmes choses. Et donc, bon, bah, vas-y, nouvelle armée, Horus Heresy, World Eaters, voilà. Et après, je suis parti, et maintenant, je me suis plus arrêté. Bah, très bien. Bah, du coup, on va revenir un peu sur ce qu'est en fait cette V2, qui est d'ailleurs toujours la version actuelle. Parlons déjà de cette boîte de départ qui était vraiment monstrueuse. Je me rappelle quand ils l'ont sorti, tout le monde était sur le cul de voir le nombre de figurines qu'il y avait là-dedans, quoi. Toi, évidemment, tu l'as acheté ce truc. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, j'ai acheté, et je suis le seul de l'équipe à l'avoir pris qu'une seule fois d'ailleurs. Ouais, putain. Ouais, je sais. Ils l'ont tous pris 2 ou 3 fois, donc ouais, je crois que Rémi il en avait pris 3, quoi. C'était n'importe quoi. ouais, c'est ça. Baptiste en a pris 2, Rémi en a pris 3, moi j'en ai pris une. En plus, alors on a toutes les boîtes, mais en plus avec tous les kits qu'on a de personnalisation, que ce soit d'épaulettes, de tête, d'armes, c'est la folie. C'est la folie. Mais elle est tellement incroyable cette boîte. Déjà, il y a des figurines, les commandants, ils ont un look d'enfer. Enfin, vraiment, ça a été une claque, hein, cette boîte quand même, hein, parce que moi, j'aime pas trop les Space Marines, mais là, tu vois vraiment les mecs avec des épées, des capes, une position dynamique, un tank, un dread, des Terminators, pléthore d'infanterie. Enfin, c'est fou. Franchement, cette boîte, on a été sur le cul, tu as raison. Ouais, puis en termes de tank, qui plus est, ils ont pas choisi le plus petit, quoi. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est clair, Land Raider, là, ils auraient pu mettre un vieux Rhino ou un Predator, tu vois. Non. Ouais, c'est clair. Ils ont été généreux sur ce coup-là. Et du coup, en fait, depuis la sortie de cette boîte, il y a un cap en fait qui a été pris pour l'éditeur. Outre cet énorme contenu de départ, on a choisi quand même d'opter pour le renouvellement justement de cette gamme Forge World pour aller vers le plastique. Et donc en fait, durant ces 2-3 années écoulées, on a vu que ça, des maquettes qui auparavant n'existaient qu'en résine, qui étaient vraiment affichées à des tarifs élitistes. On les trouve désormais sous la forme de kits plastiques, mais vraiment d'excellente qualité et qui plus est, de mon point de vue, en fait, sont souvent affichés à des tarifs plus raisonnables que du côté 40K. Il y a des très bons exemples à avoir, c'est que par exemple un Land Raider à 40K, donc c'est une maquette qui doit avoir 20 ans au compteur, elle est tout aussi chère qu'un magnifique gros Spartan jouable à 30K. Donc des tanks, des Dreadnoughts, toutes ces machines là, t'as dû en avoir plein dans les mains. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce? Finalement, c'est un faux renouvellement, c'est juste qu'on change de matériaux, on change de boxing, on change de format, quoi. Alors c'est un faux renouvellement, je suis pas d'accord, je pense que c'est vraiment un renouvellement parce que comme t'as dit, il y a le matériau qui change. Le prix, puisque du coup ça baisse par rapport à la résine, par rapport au gain de qualité, puisque les poses sont plus dynamiques, les détails sont plus fins, je trouve. C'est plus facile aussi de faire des kits de personnalisation. D'ailleurs, ils en ont sorti un paquet. Et surtout, tu as tous les blindés, toutes les variantes. C'est très intéressant. Ça prouve que l'éditeur, il croit en son jeu, alors que l'Horus Heresy, il y a plein de gens qui pensaient que ça allait tomber, que ça servait à rien. Le choix d'abandonner un petit peu Forge et de bifurquer sur full plastique sur le site de Games, je trouve que c'est un très bon move. Et on peut que le saluer, sincèrement. C'est un univers qui maintenant nous passionne, qu'ils arrivent à le développer et à le faire vivre. En plus, sur des meilleures qualités, un meilleur support, c'est très très bien, franchement. Je pensais pas qu'ils arriveraient à garder une telle diversité de figurines en étant que dans du Space Marine. Quand même, il y a une diversité folle et en plastique. Tu vois, franchement, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. La tâche était trop grosse pour moi, quoi. Et au final, ils le font. Bravo. Ouais, parce qu'il faut garder à l'esprit que le moindre moule plastique, ça coûte véritablement une fortune. Du coup, on voit un éditeur quand même qui met vraiment une abnégation assez totale dans le renouvellement de cette gamme, malgré une communauté de joueurs qui peut paraître plus qu'infime par rapport à 40K. Donc, comme tu le dis, Game Workshop semble croire dur comme fer à ce jeu. À ton avis,
pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que ils comptent vraiment? Moi, de mon point de vue, en fait, je trouve qu'ils ont de plus en plus vocation à séparer les deux jeux, mais assez radicalement, en fait, en termes de gamme. On a une ambiance dans la direction artistique des figurines de Horus Heresy qui tourne beaucoup plus dans le gothique, dans le baroque, tandis que 40K semble prendre un aspect de plus en plus moderne et d'aucuns diront un petit peu lissé en termes de style. Toi, où est-ce que tu crois en fait qu'ils veulent en venir avec ces deux offres différentes? Alors, je suis d'accord de ce que tu dis sur tes deux visions avec 40K un peu plus lisse, même si on peut quand même remarquer qu'ils sortent quand même des packs de personnalisation de chaque chapitre qui comblent un peu ce côté lisse. Ouais. Et que sur l'Horus Heresy, on a vraiment plus le côté pour le jeu spécialiste avec le respect du lore beaucoup plus fin. J'ajouterais quand même que peut-être qu'ils font ça pour répondre aussi au fait que à la disparition des Space Marines, des Firstborn, Ouais. tu vois, à 40K, et les mecs, ils ont quand même leurs figurines, pour pas qu'ils soient trop frustrés, ils peuvent les recycler en Horus Heresy quand même. Ouais, ça peut fonctionner, ça, ouais. C'est quand même quelque chose. Peut-être qu'ils ont pensé à ça, mais j'y ai pensé, je me dis peut-être que ça peut se faire, même si les armures sont pas hyper proches, ça peut passer. Tu vois, ça peut passer. Donc tu peux récupérer quand même tous les frustrés Space Marines qui ont perdu l'utilité des Firstborn, tu peux les récupérer à l'Horus Heresy. Donc ouais, ça c'est intéressant. Ouais, puis il y a une forme, en fait, il y a une forme d'échange possible entre les deux jeux. Moi, par exemple, j'avais déjà théorisé dans des émissions, tu vois, une armée de Iron Warriors jouable à 40K, mais uniquement composée de figurines venant de 30K. Ça, tu vois, en termes de lore, ça peut vouloir dire que ces mecs, en s'échappant de Terra, à la défaite d'Horus, ils ont fini perdus dans une tempête warp à l'autre bout de la galaxie et ils sont restés 10 000 ans dans leur putain de jus, tu vois, dans les mêmes armures. Ah, mais c'est complètement possible, hein. C'est complètement envisageable, hein. Tu as raison. Ouais, il y a des formes d'échange comme ça qui peuvent être sympas, des petits projets à mener. Après, moi, je vois surtout ça côté chaos. Bon, bref, là, j'ai plein d'idées à ce sujet. Et du coup, outre ce renouvellement de la gamme vers le plastique, et principalement les stars de ces sorties-là ont été plutôt, en fait, les gros kits, hein, c'est-à-dire tous les tanks, les Dreadnought. Les Dreadnought, ils sont exceptionnels, hein, les Léviathans, les Contemptors, ils sont magnifiques. Et parallèlement à ça, Game Workshop a mis en place sa petite rubrique qu'il a nommée Heresy Thursday. Donc tous les jeudis, vous aviez un petit reveal concernant l'Horus Heresy. Et de ce côté-là de la force, là, on renoue avec ce qui est une gamme premium, parce qu'on va parler souvent de sorties Forge World et donc de QG. Et ça a pas dû t'échapper, mais dans cette rubrique-là, souvent c'est dinguerie sur dinguerie, quoi. Ouais. Souvent, ils nous sortent des personnages d'enfer avec des poses, des équipements de fou, sans parler des Primarques. Les kits qui sortent. En plus, le défaut en fait de l'Horus Heresy jusqu'à présent, c'était qu'il manquait quand même beaucoup de personnages nommés, des personnages clés, qui sont présents dans le lore, mais qui n'ont pas leur figurine. Tu vois. Et là, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, ils sortent des personnages, mais tout le temps, à foison. Donc, ils pallient à leur manque. C'est très très bon, hein, franchement. Bravo à eux, hein, c'est top. Hein. Ouais, puis on va même dans des personnages qui sont un peu plus niche, tu vois. On a vu un maître de la forge Iron Warriors récemment. On a eu plusieurs modèles d'apothicaires, de psychers, et c'est vrai que, à vrai dire, il y a deux domaines là où Game Workshop en fait est sur une ligne parfaite. Je trouve que c'est vraiment ce segment-là de la gamme premium Horus Heresy et celle assez ressemblante de Necromunda. Je sais pas ce que tu en penses, mais putain, dans ces deux domaines-là, mais j'ai jamais vu un truc même moyen en fait. Tout est incroyable, quoi. Ouais. Alors c'est assez étrange parce que sur ces deux jeux que tu viens de dire, là, l'Horus Heresy, leur gamme, là, ce qui sortent, on va dire récemment, et Necromunda, t'as envie de faire que du narratif. T'as envie que de faire ça. Ah oui. Parce que les figurines s'y prêtent. Elles racontent une histoire, il y a du détail, il y a de la posture, t'as envie de les nommer, t'as envie de les faire prendre de l'expérience. Tu vois, t'as envie de faire quelque chose avec eux. C'est magnifique. Et de l'autre côté, c'est pour ça que 40K c'est un peu lisse, c'est que le narratif s'y prête beaucoup moins, quoi, sauf si tu fais de la conversion. Donc là, on a deux jeux qui sortent des figurines, effectivement, gamme premium, toujours avec des petits personnages, très riches,
ou tu peux les exploiter dans des jeux de tout type, quoi. Donc très intéressant. Ouais, et puis évidemment, au sommet de l'Everest, de cette montagne de nouveautés, on a bien sûr ce qui représente sans doute un des plus gros avantages de jouer à Horus Heresy, bien ce sont les Primarques. On peut mettre un putain de Primarque sur une table. Donc ils sont tous sortis, ces petits pépères, et ils commencent à sortir quelque part une deuxième vague de Primarques. Donc souvent ils les appellent Ascended, c'est-à-dire voilà, Ouais, exalté, quoi. c'est plus méchant qu'avant, quoi, tu vois. Ouais, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces nouveaux Primarques? Actuellement, on a eu que Horus, Fulgrim et Angron, ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est bien. Bah, moi, j'adore ça parce que, pareil, c'est le seul jeu où tu peux jouer des héros légendaires. Pratiquement, c'est des divinités. Tu les poses sur la table et elles existent. Alors, il y en a dans certaines autres races, tu vois. Mais quand tu parles de Space Marine, la Horus Heresy, tu peux jouer leur Primarque. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, la deuxième édition avec les Primarques exaltés, j'adore les figurines, honnêtement. Faut pas oublier que c'est un éditeur de figurines d'abord, avant d'être un éditeur de jeux. Et en termes de figurines, ça justifie de faire une nouvelle figurine dans ce sens-là, et qui sont de très haute qualité. Et en plus, voilà, tu peux poser en termes de temporalité sur tes jeux que tu vas faire. Tu peux jouer, ok, j'ai la première version, ok, la deuxième, et ben paf, tu mets la nouvelle figurine, tu vois, c'est très intéressant aussi. Ouais. Et du coup, raconte-nous un petit peu ton expérience du Primarque sur table, du moins si tu en as déjà joué ou si tu en as déjà affronté. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vraiment c'est à l'image de ce qu'on peut s'en représenter, quoi? Alors oui, j'en ai déjà joué. J'ai déjà joué Angron, forcément, que j'ai. Ouais. J'ai joué contre, comment il s'appelle, Rogaldorn, et contre Horus aussi. Ouais. Ouais, non. Alors, c'est très très fort, effectivement. En fait, quand tu l'as sur la table, soit tu essaies de le tuer tout de suite, soit une fois qu'il est dans tes lignes, c'est terminé. Vraiment, c'est terminé. Alors, il est déjà arrivé une fois quand même, sur une dizaine de parties, que Angron, il est dû passer 2 tours entiers sur un sergent, quoi. Oh putain. Parce que pas de chance au dé, quoi. Mais bon, vraiment, c'est vraiment pas de chance, quoi. Mais sinon, quand il arrive, il découpe tout, quoi. Franchement, ça fait trop plaisir. Ouais. Tu peux enfin traduire sur un champ de bataille, avec une unité charismatique, la puissance de ta légion. C'est le Primarque, il arrive, tu sais qu'il est là, il ouvre tout. Après, chacun a son petit rôle, chacun a sa règle spéciale de légion. C'est fluff. Il est vraiment bien pensé, ce jeu, et le fait que tu puisses jouer des figurines qui sont magnifiques, donc tout le côté modélisme, partie intégrante du hobby, et ben ça te donne ça en plus, tu vois. Et en termes de jeu, c'est hyper bon aussi. Donc ça coche toutes les cases, franchement, de pouvoir jouer les Primarques. Ouais. C'est magnifique. Toi, tu as eu aussi l'occasion de jouer des Primarques un petit peu, ou pas trop? Ah bah non, pas du tout. Moi, le côté, moi je joue Blood Angel, si tu veux, donc à 40K, j'en suis assez privé. Ouais, effectivement. Je joue également Ravenguard, donc c'est pas exclu qu'un jour il y a Corvus Corax qui revienne du Warp en mode serpent, excuse-moi, en mode corbeau démoniaque. Ouais. On verra ce que ça donne, mais non, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pu incarner de Primarque sur table. Par contre, je vais en peindre bientôt. Je vais me faire le père Gilliman là en NMM. Et pourquoi pas Lionel Johnson aussi, ça me plaît bien de peindre. Excellent. Mais ça, je trouve ça aussi intéressant de pouvoir varier entre le 30K et le 40K, avec les Primarques qui existent maintenant aussi en 40K, avec on va dire un visuel qui a évolué. Et celui 30K, tu vois, c'est marrant. Tu viens avec ton armée 30K et tu peux même poser genre ton lion de 30K, tu peux le poser en 40K, tu vois. Tu pourrais très bien faire ça, quoi. Ouais, carrément. Il y a eu un peu, pour moi, tu vois, Horus Heresy, tous les modèles là, de Primarque, on est vraiment purement dans la figurine d'exposition. Ah oui, complètement. À 40K, ils vont plutôt mettre en exergue du côté chaos, tu vois. On voit ce qui est mis en exergue, c'est tout simplement la violence, tu vois, la brutalité. Quand on voit la nouvelle figurine de Fulgrim ou d'Angron, on insiste vraiment là-dessus, quoi, sur le côté je t'arrive dans la gueule. Quand on regarde un peu leur père à 30K, là, on
on est plus dans une figurine qui est faite pour intégrer une vitrine, quoi. Le truc, il fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est beaucoup plus sur le modélisme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir ces deux gammes, ces deux directions artistiques différentes. Pour moi, c'est vraiment une réussite aussi bien d'un côté que de l'autre, quoi. Par contre, si on parle des loyalistes, quand tu fais la différence avec un Guilliman 30K et le Guilliman 40K, c'est simple, il y en a un qui fait le double de taille de l'autre, quoi. Ça, je sais pas comment il l'explique. Hein. Bah, il a passé le Rubicon et c'est devenu Guilliman Primaris à 40K. Ouais. Alors, officiellement, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'on s'en fait quand on voit la taille du bonhomme. Mais bon, on va pas se mentir, hein, en termes de prix-marque, les loyalistes, ils sont un peu laissés pour compte. Hein. Oui, je suis d'accord. Après, je pense aussi que c'est un parti pris, c'est-à-dire que d'abord, ils essayent de pallier aux 4 chapitres renégats les plus connus, hein, donc pour les 4 obédiences du chaos. Et une fois qu'ils ont fait ça, après peut-être. Là, c'est fait. Ouais, voilà. Maintenant, c'est fait. Donc, je pense qu'ils devraient passer peut-être un peu du côté des loyalistes. Ça me paraît très logique, on va dire. Ouais, les rumeurs vont bon train. On parle beaucoup de Vulcan ces derniers temps. Les Mandros aussi est plutôt pressenti à faire une réapparition. Ouais, les Manros, ça fait un moment qu'elles tournent, ouais, c'est clair. Bon, on verra ce que ça donne, quoi. Mais écoute, pour un petit peu conclure sur la partie figurine, autre chose qui se passe dans Horus Heresy et qui n'a pas forcément son équivalent du côté 40K, c'est le boom intégral des créateurs 3D pour ce jeu. C'est simple, en fait, sur le marché, on trouve beaucoup plus de kits, de pièces, de kits de conversion, de personnages de QG pour Horus Heresy que l'on en trouve pour 40K. Là encore, comment t'expliques ça alors que l'Horus Heresy, techniquement, est censé représenter beaucoup moins de monde? Alors je pense que c'est justement le fait que ce soit 2 communautés différentes. La communauté 40K, c'est beaucoup plus une communauté de joueurs. Alors même si ils sont aussi probablement passionnés par le lore et ils feront ça, ils vont exercer leur passion du lore dans d'autres jeux comme l'Horus Heresy, mais disons que sur 40K, ils vont faire du jeu, ils vont acheter les figurines classiques et ils vont juste faire du wargame. Alors que pour l'Horus Heresy, c'est beaucoup plus une communauté de collectionneurs. De collectionneurs qui jouent, qui sont beaucoup plus passionnés par l'exactitude du code couleur, de la figurine, de l'unité par rapport à l'exo-armure, tu vois. Et donc, le fait de pouvoir encore plus personnaliser ou donner plus de détails à ton armée, ça va correspondre à une communauté de collectionneurs, tu vois. Alors que 40K, beaucoup moins. Et donc, le fait que tu aies une offre qui arrive, qui donne beaucoup plus de diversité, donc à travers tous les sculpteurs 3D et les printers 3D, nous, par exemple, on le fait pour nous-mêmes, mais on est tellement content qu'il y ait des gars qui puissent sculpter en 3D des choses qui n'existent pas. Tout à l'heure, on disait que Forge, il y avait une grosse lacune, c'était qu'il manquait beaucoup de personnages de l'Horus Heresy. Alors maintenant, ils en font petit à petit. Mais nous, on avait déjà 4-5 ans d'avance avec les sculpteurs 3D et on avait printé un paquet de personnages qui n'existaient pas et avec des détails et des modes de conversion très, très variés. Et ça, c'est uniquement possible parce que il y a une offre de 3D qui est sortie quoi, ces dernières années. En plus, avec l'essor technologique, on a la possibilité de les imprimer. Donc, je suis pas étonné. Voilà, je pense que c'est vraiment parce que la communauté est différente. On a affaire plus à des collectionneurs que juste des joueurs. Je pense que ça se joue à ça, je pense. Ouais, il y a aussi en fait une offre commerciale du côté Horus Heresy qui est radicalement différente de tous les autres gros jeux de Game Workshop. Ici, enfin du moins c'était le cas par exemple en début de V2, quelle que soit la faction que vous choisissiez, eh bien vous allez acheter tous les mêmes figurines, quoi, c'est-à-dire les boîtes avec 20 Marines dedans. Donc techniquement, ici, quand on part d'un kit, on va dire nature, de chez Game Workshop, par exemple, on achète une grosse boîte avec 20 Marines tactiques MK6, on part de rien en fait. On peut la peindre en jaune pour en faire des Imperial Fist, on peut la peindre en vert pour en faire des Salamanders, mais côté accessoirisation, en l'état dans ces kits, qui sont proposés à mon sens à des tarifs plutôt réalistes, je vais pas dire abordables non plus, en tout cas ces kits, ils sont complètement à poil en matière d'accessoirisation. Donc je pense que naturellement pour les créateurs 3D, c'est une bonne niche quoi.
Ouais, voilà, tout à fait. Mais parce que dans le lore, quand tu lis les bouquins, il y a très peu de... Il s'attarde très peu sur les détails des armures ou les spécificités, on va dire, esthétiques de chaque chapitre. Alors, il y en a, mais du coup, elles sont présentes, tu vois, dans les kits de conversion qu'il y avait de Forge pour l'Horus Heresy. Ouais. Mais disons que tout le reste, c'est un peu de l'imaginaire de chacun qui y met un petit peu ce qu'il a envie avec son goût on va dire l'image qu'il a déjà de son chapitre. Donc c'est pour ça que là, effectivement, tu as vraiment une offre, enfin un espace incroyable, un marché de fou pour les sculpteurs. Donc ouais. Et toujours une fois, toujours encore, parce que c'est des collectionneurs, tu vois, qui veulent encore plus personnalisé. Sur 40K, tu prends des Space Marine, c'est pareil, hein, c'est lisse, il n'y a rien. Ouais. Donc, sauf si tu prends les chapitres, on va dire, dédiés avec leur codex et tout. Mais sinon, tu prends les Space Marine, ils sont encore plus lisses que ce 30K, tu vois. Donc, par rapport justement à ça, c'était quoi, toi, ta vision ? Moi, en fait, je pars du principe que moi après j'ai un problème avec l'accessoirisation, c'est-à-dire que sur toutes mes figurines, j'ai tendance à en faire des caisses. Ah ouais, ok. Ouais. Et c'est vrai que quand on lit, en fait, à l'époque, dans 30K, faut partir du principe que on parle de légion, tu vois, on parle de trucs de 100 000 hommes, et on peut pas se les représenter quelque part avec une tonne de décorations, d'ornements, etc. Dans le cadre industriel d'une légion, le truc était fait pour marcher très fort. Il fallait que ce soit fonctionnel, quoi. Ouais, bien sûr, donc c'est vrai sûr. que dans la représentation visuelle de l'Horus Heresy, on part sur des mecs qui ont tous quelque part les mêmes armures. Donc ça, l'offre de Game Workshop, elle fait ça très bien. Mais c'est vrai que en fait, le truc est un véritable pouce au crime pour celui qui aime l'accessoirisation, parce qu'on part d'un matériau tellement brut qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut, mais même en restant assez simple finalement. Quand on a vraiment envie de jouer aux couleurs de son chapitre et tout, 2 simples épaules plus un simple casque, ça suffit amplement, hein, dans la plupart des cas, quoi. Ouais, complètement. Sachant qu'il y avait quand même un élément de base où tu pouvais vraiment personnaliser ton armée, c'est la peinture déjà. Mais ça demande beaucoup de temps, Oui. Forcément un certain niveau du matériel. Donc le fait de pouvoir spécialiser et personnaliser tes figurines avec de l'accessoirisation, ça permet en plus de pallier au fait que je vais les peindre, on va dire, de manière standard, mais par contre elles sont spécialisées parce que j'ai mes accessoires. Tu vois, c'est intéressant de ce côté-là aussi. Tu vois, c'est, on va dire, c'est de la spécialisation à moindre effort, on va dire. Ouais, grave. Je pense que de toute façon, on aura la plus grande vitrine possible de ce qu'il est possible de faire à Horus Heresy en termes d'accessoirisation avec votre série vidéo 10-24 à venir. Là, je pense que les imprimantes 3D, elles doivent chauffer, hein. Ah ouais, non mais c'est assez clair. Ah mais c'est H24, mais c'est clair. Là, on va avoir plus de 100 piétons, 100 figurines par légion, sans compter les Terminators, vraiment les 100 fantassins de base, quoi. Enfin, ça va être la folie. Ouais. Et chacune convertie, hein. Épaulettes, tête, armes, bras, pose, réacteur, pack dorsal. Ah, c'est fou. Ah, c'est clair. Ah, il faudra suivre. Et du coup, un des éléments clés finalement de l'offre en figurine de Horus Heresy, ça va être les différentes variantes d'armure. Donc de la MK1 à la MK7, hein, je crois que ça s'arrête à 7 dans 30K. Quelle est, toi, ta préférée dans tout ça ? Quelle est, par exemple, celle que tu as choisie pour tes World Eaters ? Alors moi, je prends de la MK4. MK4 et de l'armure Terminator aussi. Ouais. Et voilà, je varie pas trop les autres, je suis pas trop fan du style. Et puis en plus, ça correspond bien à cette époque-là, donc on va dire à l'époque de IS 25, IS 23, IS 25. Ouais, donc toi t'es plus du genre à jouer, l'homogénéité, quoi. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Et moi j'aime bien les gars en armure. Alors même si World Eaters, ils sont plutôt en mode berserk, torse nu avec des chaînes et tout. J'aime bien les mettre dans des armures. C'est dans l'espace quand même. Tu vois, on fait pas Star Wars, on fait pas du cheval sur un croiseur interstellaire dans l'espace, tu vois. Ouais. En tout cas, moi je trouve que c'est un des facteurs de modélisme les plus intéressants du jeu, en fait, ces différentes variantes d'armure. Ça permet de donner potentiellement une vraie personnalité à sa légion. Après, il y a des affiliations naturelles. Par exemple, tu sais, on sait que la Raven Guard a plutôt tendance à utiliser de la MK6, tu vois, qui est réputée plus légère, tu vois, ça leur va mieux. Mais à partir en fait de ces différents modèles d'armure, c'est là que votre projet
peut prendre corps d'une manière tout à fait originale, quoi. Donc tout est bon là-dedans, et ce qui est assez amusant, c'est que ces modèles d'armure, eh bien, il n'est pas impossible qu'elles viennent quelque part se réincarner dans 40K. Récemment, par exemple, ont été faites les annonces des sorties Space Wolves. Si vous regardez en détail, en fait, les armures des armures Space Wolf qui sont dans ces nouveaux kits, là, les griffes sanglantes et les chasseurs gris, on retrouve des éléments d'armure tout droit sortis de l'Horus Heresy. Moi, j'ai reconnu, par exemple, du MK7, du MK6. Ça peut être vraiment quelque chose de génial si on commence à avoir des atomes crochus en termes de modélisme dans les deux univers, quoi. Moi, cette direction-là, quelque part, qui signe la fin de l'ère Primaris, moi, elle me plaît tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'as envie de voir, en fait, quelque part, comme morceau de relique revenir dans 40K? Ah ouais, ça c'est sacrée question, ça. Honnêtement, dans 40K, en termes de reliques, qu'est-ce qu'il pourrait revenir dans 40K? Oh là là. Là, tu parles uniquement Space Marine ou dans n'importe quoi? C'est large comme question. Ouais, on reste un peu dans le On reste Space en Marine. Space Marine. Ouais, ok. Ouais, Typiquement, tu vois, des World Eaters à 40K, ils pourraient très bien avoir gardé la même armure depuis 10 000 ans, quoi. Ben oui, mais moi, mes World Eaters à 40K, ils sont peints avec le schéma de Loris Heresy, en blanc et bleu, voire blanc et rouge. Ah, ça fait plaisir, ça. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Eh putain, d'ailleurs, tant qu'on y est là, honnêtement, on va pas se mentir, les schémas de couleurs chaotiques, ils sont 10 fois mieux en 30K qu'à 40, quoi. Il n'y a pas photo, franchement. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a des couleurs qui varient un peu plus à 40K qu'à 30K. 30K, c'est quand même assez basique. Il y a une ou deux couleurs. C'est souvent du gris, du noir ou du rouge ou du blanc. Enfin, c'est assez monochrome quand même, je trouve, pour beaucoup. Ouais. Mais avec toute la personnalisation ou les effets que tu peux mettre, d'usure sur l'armure, les battle damage, le sang, tout ça, en termes de modélisme, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, bah en tout cas, si on en reste à l'exemple des World Eaters, putain, mais moi je trouve qu'ils claquent tellement en blanc, quoi. Les avoir fait rouge, tu vois, c'est tellement obvious. Enfin, ouais, ok, c'est rouge, c'est du sang, ouais, super. C'est juste pour que ce soit par rapport à Korn. Ah non, tu les fais en blanc, et là, le sang sur l'armure, bah ouais, là, il va vraiment se voir, quoi. Je préfère, moi, de toute façon, blanc et bleu, sachant que le blanc, tu fais pas blanc monotone, tu vois, tu peux avoir un dégradé de blanc dessus, donc ça varie un peu. Mais surtout, le rouge, c'était juste pour faire le clin d'œil et que ce soit clair pour tout le monde. D'un premier coup d'œil, tu vois, bon, bah, eux, ils ont l'allégeance Korn. Tu vois, je pense que c'est juste pour ça. Ouais. Ouais, je trouve, voilà, les schémas de couleur 40K, je les trouve pas assez osés, tu vois, quelque part. Bon, petite parenthèse refermée. Ouais, c'est fonctionnel, ça fonctionne. Voilà. Bon, en tout cas, depuis tout à l'heure, on ne fait que de parler de Space Marine, mais Horus Heresy vous offre désormais, eh bien, de nombreuses autres factions. Ça a été un peu la surprise pour quelques gens, mais on a vu apparaître, par exemple, le Mechanicum, et gageons que bientôt vont sortir les Custodes, tandis que la première de ces factions annexes a été, si mes souvenirs sont bons, la Solar Auxilia. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces nouveautés? Et à vrai dire, qui étaient vraiment des gros morceaux, avec des grosses boîtes, beaucoup de figurines. Ça a été quand même un gros pavé dans la mare, ces sorties-là. Alors déjà, faut savoir que sur Forge World, les kits Adeptus Mechanicus, c'était une purge totale à monter, avec plein de petites pièces pourries, fallait couper dedans, fallait combler, c'était affreux. Là, le fait qu'ils le mettent en plastique avec des nouvelles sorties, c'est incroyable, c'est super. Et les boîtes sont dingues, hein. Je sais pas si t'as vu les boîtes, des gros blindés, des mécas de partout. Ah ouais, non, c'est une une folie. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même restés très fidèles aux figurines qu'il y avait déjà avant. Tu vois, ils auraient pu faire des modifications, tu vois, genre paf, le fluff il évolue, ou il y a un truc qui sort du chapeau et il change la forme de certains blindés ou quoi. Non, nickel, ça a bien encore la patte de Loris Heresy qu'il y avait avant sur Forge World. Très intéressant. Et puis ils sortent beaucoup de figurines, quoi. En plus, nous on avait fait un rapport de bataille justement avec quelques figurines de l'Adeptus Mechanicus, et on se disait, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'Adeptus Mechanicus Renégat, tu vois. Et bon, avec les sorties qu'il y a, on espère que ça sorte, mais surtout le fait que ce soit en plastique déjà, c'est très prometteur.
Ouais, parce qu'on a vu le Dark Mechanicum commence en fait à s'incarner dans Legio Imperialis, donc le jeu 30K, Ouais, mais cette fois au format épique. c'est ça. Donc généralement, quand il se passe ça, tu sens venir le Exactement, reste en voilà, fait quelque part. c'est ça. Donc nous, on est assez optimiste sur ce qui va sortir. Et c'est marrant que tu parles de Legio impérialiste. T'as déjà participé à des parties un petit peu de épiques, choses comme ça? Ouais, j'ai fait 2 initiations à Legio Imperialis, ouais, et franchement, ça m'a beaucoup plu, hein. Ah bah c'est bien, excellent. Nous, on en fait aussi, surtout pour avoir plusieurs échelles de parties, tu vois, dans ce qu'on fait, dans nos projets. Donc on a l'échelle, on va dire 30K de base pour avoir les escarmouches. Et quand on passe au niveau supérieur avec que des gros titans, parce que en fait, on s'est rendu compte que d'avoir des très gros titans à l'échelle d'escarmouches, c'est bien, mais c'est long à faire. Ouais, tu m'étonnes, hein. Et donc de faire de l'Adeptus, avec les formats épiques comme ça permet d'avoir plus de titans et d'avoir une belle échelle comme ça de verticalité avec des figurines que tu pourrais pas jouer de toute façon autrement pratiquement. Donc non, c'est bien, vraiment bien ce qu'ils Ouais, font. le Titan War Master, si tu veux, tu le transportes pas dans ta Clio, quoi. Ouais, c'est ça. Faut le mettre en kit. Ouais. Et tu vas pas l'aimanter, lui, avec le bras qui pèse 3 kilos. Non, là, c'est définitivement pas possible, quoi. Bah, en tout cas, maintenant, on en est là, c'est que il y avait franchement, en fait, tu l'as soulevé tout à l'heure, tu avais dit que ça sert à quoi un jeu où on ne peut jouer que des Space Marines. Bah, les choses sont en train de changer. Donc, on a eu une Solar Auxilia magnifique avec des tanks impériaux classiques, mais qui ont été un petit peu réinventés. On a trouvé des kits de Lehman Russ, par exemple, qui sont beaucoup plus armurés, avec plein de rivets partout, tant et si bien que ces kits-là sont souvent choisis, par exemple, par des joueurs 40K, comme celui qui joue Death Corps of Krieg. Bah, naturellement, ces tanks à l'aspect un peu plus ancien, le look est plus à l'ancienne, bah, ils vont aller merveilleusement bien. La gamme Mechanicum, elle, franchement, elle est complètement dingue. Tout est fou dans cette gamme. Et je pense que les prochains sur la liste, ce sont les Custodes. Et bah, à l'image du reste de la gamme, on devrait voir réapparaître en fait les bons vieux Caladus, tous les modèles de Drennu, tous les Venatari dans des kits plastiques. Et ça, ce serait, ma foi, assez merveilleux. Donc, toi, le Dark Mechanicum, par exemple, tu vois le truc se présenter comment? On a vu des blindés à Legio Imperialis qui sont des espèces d'araignées. Enfin, je sais pas, je sais même pas décrire ce que je suis en train de voir en fait. Non, ouais, je pense que ce qu'ils font en fait, avec du mutant, tu vois, de la mutation sur du Mechanicum, Ouais. ça serait, en fait, comme ça qu'ils sont présentés dans le lore, hein, aussi, hein, et dans des romans, tu vois des machines du Mechanicum qui sont complètement mutées dans des espèces d'organismes complètement grotesques et titanesques. Je pense qu'ils arriveront à sortir des figurines un petit peu de ce câblé là. Maintenant, après, ça va être un peu comme sur les Space Marines. Donc, tu auras les mêmes blindés, mais avec des pics et des câbles partout. Je pense. Il y aura quelques unités, on va dire, spécifiques, Ouais. mais ça va être surtout de la conversion et de l'adaptation de figurines déjà existantes, loyalistes, avec quelques modifications. Ouais. Je pense que je le vois plutôt comme ça. Et toi, qu'est-ce qui pourrait venir d'autre comme faction dans Horus Heresy? Parce que, en fait, par exemple, intégrer des démons, bah, ce serait tout à fait valable, quoi. Quand on regarde un peu les récits du siège de Terra, des démons, il y en a partout. Outre les démons, côté chaos, qui me semble quand même assez évident à l'avenir, je pense que ça va venir. Quelles seraient en fait les autres sections, les autres factions à intégrer à ce jeu-là? Et penses-tu qu'il soit possible un jour de voir débarquer du Xeno? Moi, j'espère. Hein. Moi, j'espère. Après, je sais pas si ça a vraiment trouvé un impact d'avoir du Xenos, parce qu'il y en a hein, dans 30K. Il y a bien sûr des Eldar, hein, des deux types. Il y a plein de Xenos qu'on a dans le lore qui contrôlent les humains, soit des mantas ou des choses comme ça. Ils pourraient même faire des armées qui n'existent pas encore en 40K et trouver tout à fait leur place. Mais est-ce que vraiment ça aura un impact? Ouais, les asservisseurs, voilà, par exactement, exemple. par exemple, les serviceurs, ouais. Ou même des armées, on va dire, d'anciens royaumes humains qui sont pas affiliés à l'Imperium et qui seraient en gros des
des adversaires, tu vois, presque au même titre que des hérétiques. Ça serait intéressant en termes de fluff et on va dire, d'éventail de factions. Ouais. Ça changerait d'avoir uniquement de l'Astra Militarum, tu vois. Là, t'es des humains avec d'autres technologies, d'autres armes, un peu comme des Votann, si je veux faire un parallèle un peu osé pour du 40K. C'est pas des humains, bien sûr, mais disons que c'est une faction humanoïde avec une autre technologie, d'autres armes. S'ils avaient 2 têtes de plus, tu pourrais très bien dire c'est une race humaine, mais qui est pas dans l'Imperium, tu vois. Et du coup, c'est des ennemis de l'Imperium. Ouais. Donc peut-être il pourrait sortir ça sur Loris Hérésie aussi, tu vois. Mais du coup, on sort du cœur du jeu qui est l'hérésie d'Horus. Ouais. Et donc c'est Space Marine contre Space Ouais, Marine, forcément. c'est une théorie que j'ai. Moi, je pense qu'on verra pas en fait de race xéno intégrée ce jeu-là sous ce nom-là. Par contre, de mon point de vue, en fait, il est pas impossible que ce jeu Horus Hérésie prenne corps sous un autre nom et en fait dans un lore qui serait bien avancé de quelques centaines voire milliers d'années, dans un autre cadre en fait, dans un autre instant donné de la galaxie. Parce que moi, je pense qu'en fait tout ceci aura une fin bientôt. Tu vois, les romans liés à l'Horus Hérésie, là, ils viennent de finir le siège de Terra en termes de contenu littéraire. En gros, de quoi ils vont parler après, tu vois? Est-ce qu'ils vont pas choisir un autre segment temporel de l'histoire de Warhammer 40 000 et recréer un autre jeu qui irait dans cette temporalité-là? À vrai dire, c'est très possible, tu vois. Pourquoi pas l'âge de l'apostasie, tu vois, par exemple. Ça pourrait donner des trucs assez intéressants. Ouais, non, je trouve ça intéressant, c'est clair. Après, je pense que c'est très très ambitieux. Ça demanderait de tout refaire en termes de factions, réécrire tout un lore. Alors ils l'ont déjà fait forcément pour AOS, pour Warhammer Battle et AOS. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'ils fassent quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait souhaitable? Ouais, je suis pas sûr. Je ne sais pas, honnêtement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'ils peuvent très bien exploiter encore l'univers et le jeu tel qu'il est actuellement, comme tu as dit, en faisant intégrer des légions démoniaques, largement. Parce que quand tu vois sur le site, il n'y a rien, il n'y a que des gros démons et c'est tout. Tu ne peux pas jouer des légions de sanguinaires ou de buveurs de sang et tout. C'est assez compliqué à mettre en place. Ou même à se fournir, tu vois, donc ouais. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire maintenant sur ce système de jeu-là et cette temporalité-là, que d'aller chercher autre chose. Même si c'est intéressant de se le projeter, de s'imaginer, hein, je trouve ça c'est assez marrant. J'ai jamais pensé, tu vois, je me dire, putain, ils vont changer. Avec les rumeurs déjà de versions qui peuvent arriver ou quoi, imagine maintenant, ils font une fin des temps de l'Horus Hérésie, ils font, dans 2000 ans après, bim, avec l'avènement d'autres races Xénos, effectivement. Et là, du coup, tu as les Xénos qui peuvent rentrer en jeu, puisque l'Imperium s'écroule un peu sur lui-même. Donc, moi, c'est vrai que quand je lis en fait des sections de lore, tu vois, genre en gros événement post-Hérésie d'Horus, le plus gros morceau, ça a été la guerre de la bête, tu vois. C'est cette ouag absolument infernale qui a fait suite à l'hérésie. Parfois, en fait, je peux pas m'empêcher d'imaginer que, tu vois, ok, dans cette temporalité-là, qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme armée, tu vois, et avec quel système de jeu. Bon, voilà, c'est des petits délires comme ça, mais en tout cas, ils ont fait ça pour l'hérésie d'Horus, tu vois. Donc je me suis dit, ah putain, mais pourquoi pas à l'avenir prendre un autre événement dramatique qui s'est déroulé dans la galaxie et lui donner corps avec une gamme, des règles et tout le bordel, quoi. Ouais, alors dans ce sens-là, moi je préférerais voir la race Xénos des Rangans qui ont été défaites par l'empereur, mais avec les Dark Angels qui y étaient. Et l'empereur qui vient et qui les défonce en chevauchant le Void Dragon. Là, tu vois, ça me parle. Donc il y a des Xénos qui existent, qui ont tellement mis à mal l'Imperium que l'empereur a été obligé d'y aller en personne. Ouais, bon, la figurine de l'empereur sur son dragon, bon, ça doit être pas mal, ça, sur une table, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc, et puis t'es pas obligé de jouer l'empereur sur son trône, quoi. Bah écoute, vu qu'on était un petit peu quand même en train de parler de règles, venons-en au cœur du sujet, parce que je sais que tu apprécies beaucoup l'Horus Hérésie justement pour ça, pour ses règles et son moteur de jeu. Alors, on va squeezer la V1 naturellement, on va uniquement parler de la V2, donc la version en cours. Qu'est-ce qui te plaît dans ce moteur de jeu là ?
Alors, je pense que ce qui est vraiment novateur dans un système de jeu 40K, c'est le système de réaction. Vraiment, c'est le cœur du jeu Horus Heresy parce que la version en elle-même, on la connaît, on l'a déjà vue, enfin pour le plus ancien, ceux qui ont participé déjà à la version 7 de Warhammer 40 000. Donc, c'est une version, on va dire, avec des ajouts de règles, beaucoup de, on va dire, de possibilités avec toute la richesse des légions donc, qui s'ajoutent et qui enrichissent ce corpus de règles. Mais en termes de mécanique, le fait d'avoir une réaction par phase change énormément de choses. Ça se rapproche un petit peu de l'activation alternée qui existe dans d'autres jeux, style Star Wars Légion. Mais là, c'est dans un jeu Game Workshop, donc c'est assez rare pour l'apprécier, et ça marche bien, quoi. Donc il y a le côté tactique, hein, tout simplement, hein. Ça change tout, ça rajoute du dynamisme, ça ajoute de l'incertitude. Il faut prévoir une stratégie, pas sur tout un tour où tu sais que tu vas pas pouvoir être embêté quelque part. Donc là, c'est très très riche. T'as pu jouer toi un petit peu en Horus Heresy V2 justement et exploiter. Non, bah là justement, c'est pour ça que je fais appel à toi, c'est que je n'ai jamais joué ni jamais lu les règles. Donc là, tu vois, il me fallait vraiment quelqu'un. Du coup, parle-nous un peu de ce système de réaction. C'est quoi le panel de choses à faire durant le tour adverse, quoi? À quoi tu as accès en termes de réaction? Alors, tu peux avoir une réaction par phase. Donc, tu as la phase de mouvement, la phase de tir et la phase d'assaut. Donc, en phase de mouvement, par exemple, pendant que l'adversaire joue, parce que les réactions, c'est forcément dans le tour adverse. Hein. Ouais. Forcément, tu réagis par rapport à une action de ton adversaire. Donc, en phase de mouvement, tu as une unité qui avance et qui arrive à 12 pouces d'une de tes unités à toi. Et ben, tu peux la déplacer, soit avancer vers l'adversaire, soit partir. Tu vois. Et du coup, le gars, s'il avait prévu de te faire un tir rapide ou de te charger, eh ben, il est cuit. Tu vois, donc il faut, mais tu peux le faire qu'une fois. Donc il faut jouer, essayer de déplacer des unités, menacer pour dire ok, s'il fait sa réaction là, je suis un peu embêté, mais vaut mieux qu'il le fasse là qu'ailleurs. Tu vois, Ouais. le move il sera beaucoup plus influent sur le reste de la partie. Donc ça c'est pour la phase de mouvement. La phase de tir, tu as un tir en riposte. Ouais. Donc c'est-à-dire le mec il avance, pareil, tu as une portée minimale, et puis tu fais un tir complet, tu vois, avec ton unité, tu tires sur le mec qui avance. Ouais, c'est satisfaisant ça, ouais, c'est satisfaisant. Faut faire gaffe, voilà. À 40K, tu peux le faire, ouais. mais tu touches que sur des 6, c'est un peu emmerdant quand même. Ouais. Ou alors tu peux, toujours dans la phase de tir, tu peux te dérober, ils appellent ça se dérober, c'est-à-dire que tu te mets à couvert, quoi. Donc tu as une résistance accrue. Soit tu tires sur le mec qui avance, soit tu te planques. Tu vois, donc c'est deux choses, on va dire, différentes. Et en phase d'assaut, tu peux faire un tir en état d'alerte. Donc l'ennemi il arrive, tu tires, pareil, avec un petit malus. Et tu peux tenir la ligne, donc tu fais un test de commandement. Et si jamais tu le réussis, bah en fait, tes mecs, ils gonflent leur pec et l'adversaire qui te charge, il n'a pas de bonus de charge. Ah, très Donc bien. pas le plus 1 en force, ou plus 2 en force avec charge féroce, pas le plus une attaque, et tous les bonus qu'il peut avoir, il n'aura pas, puisqu'il aura la règle charge désordonnée. Tu vois. Donc ça c'est les réactions, on va dire, de base. Mais tous les chapitres ont des réactions, on va dire, personnelles. Honnêtement, je les connais pas toutes par cœur. Ouais, des trucs signatures, quoi. Voilà, des trucs signatures. Par exemple, moi, je connais celle des World Eaters. C'est que si jamais tu... En fait, je peux avancer à chaque fois. Tu me tires dessus, et ben, je peux avancer. J'avance vers toi, quoi. Donc, je cours. Plus tu me tires dessus, plus je cours vers toi, quoi. Ça, ils l'ont récupéré à 40 000, hein, je crois, le fameux Surge Move, je crois. Ouais, il y en a dans les tyrannides d'ailleurs, dans la nuée inébranlable, enfin innombrable justement. Chaque fois que tu tires sur une unité ligne, eh ben tu peux avoir un mouvement. Ouais. Donc c'est un peu la même chose. Ouais, il y a des petites mécaniques qu'ils ont un petit peu récupérées, quoi. En tout cas, pour un gars comme moi qui connaît pas les règles de l'Horus Heresy, un des trucs clés, c'est que tu te dis, ok, en fait, on joue Space Marine contre Space Marine. Du coup, on va avoir plus ou moins le même type d'unités qui vont se faire face. Est-ce que finalement les règles spéciales liées à chaque légion, elles permettent d'avoir une vraie variété en fait dans l'affrontement, ou est-ce que d'un tour à l'autre, que ce soit toi ou ton adversaire, est-ce que ça va pas avoir tendance à se ressembler un petit peu? Alors, je dirais oui et non. Non parce que, on va dire, dans une majorité des cas, c'est un non, parce que la plupart du temps, les gens qui ont un chapitre, ils ont leurs règles spéciales, leurs unités clés aussi, parce que chaque chapitre a forcément une marque, et 2 à 3 unités spécifiques, donc ou des Terminators, ou des unités d'assaut, ou je sais pas moi, un chef,
un Praetor ou n'importe quoi, qui lui permet de se spécifier. Et en plus, sa règle spéciale de chapitre va avoir comme conséquence le fait de sélectionner dans ta liste d'armées des unités qui vont, on va dire, comboter avec ta liste, avec ta règle de chapitre. D'accord. Tu vois, donc moi, en World Eaters, j'ai pas trop envie de prendre des fuseurs parce que j'ai que des bonus d'armes de corps à corps. Donc je vais prendre beaucoup de mecs qui avancent avec des réacteurs dorsaux ou des mecs qui peuvent avoir accès à des armes de corps à corps pour pouvoir prendre mes armes de World Eaters, tu vois, qui sont vraiment très très bonnes. Donc je vais utiliser ces unités-là. Donc les listes en elles-mêmes vont changer juste parce que ta règle de faction va orienter ton choix d'unité. Et en plus, tu vas prendre tes unités spécifiques parce que tu as envie de les prendre. Tu vois. Bon, moi, j'ai des bouchées rouges en World Eater. J'ai envie, si je prends les Terminators, je ne vais pas prendre les Terminators génériques. Naturellement. Je vais prendre mes Terminators, les bouchées rouges. Tu vois. Donc tout le monde va un petit peu prendre ses unités de faction. Et quand même, il y a quand même une très très grande diversité d'unités, de choix d'unités dans l'Horus Heresy, que ce soit chez les renégats et chez les loyalistes. Donc au final, les listes, même si tu as un ou deux tanks qui peuvent être pareils, ou si tu as une escouade tactique forcément un petit peu de chaque côté, les listes sont assez diversifiées quand même. Ouais. Et l'autre image qu'on a en fait par rapport aux règles, c'est que on a souvent l'impression que Horus Heresy est quand même un jeu de masse. C'est-à-dire que dans les rapports de bataille qu'on voit par exemple à 2000 points, on fait quand même face à des armées vraiment populeuses quoi. Un projet Horus Heresy, en gros, ça se fait pas du jour au lendemain, toi. Toi, une armée de 2000 points, ça représente quoi pour toi en termes de volume? Enfin, genre combien de temps t'as mis pour la faire par exemple? C'est vrai que nous on pense pas trop en termes de points. On se dit bon bah là je vais faire 20 Marines, 10 Terminator, un tank, 2 Praetor, tu vois, et hop on fait tout en un mois. Donc je sais pas, une armée de 2000 points, il faudrait peut-être 2 mois pour le faire, tu vois, chez nous. Et encore pour moi parce que je suis 2 mois. Je suis pas le plus rapide, mais vous, sinon vous êtes des brutes quoi, vous êtes des brutes, mais en gros une armée de 2000 points au bas mot t'as quand même 100 Space Marine là-dedans, non? Ah oui, ouais, t'as une centaine de Space Marines, sauf si tu prends beaucoup de tanks. Tu vois, tu peux prendre des tanks qui valent 200, 250 points. C'est sûr que si tu en prends 2 ou 3, plus un primar qui vaut entre 400 et 800 points pour Horus. 800 points, ah ouais, putain. Tu vois, ça peut aller vite. Ça dépend encore une fois ce que tu vas mettre dans ta liste. Mais disons que si tu veux jouer, de toute façon, l'intérêt c'est de bénéficier de tes règles pour une unité. La plupart du temps, tu fais une réaction avec une unité où tes règles spéciales, elles vont être profitables grâce à un personnage qui va rejoindre ton unité, mais c'est qu'une unité, donc il faut maximiser, il faut mettre l'effectif maximal de l'unité pour profiter au maximum de ta règle. Tu vois, donc tu vas jouer 20 tactiques, tu vas jouer toujours les escouades par 10 au maximum tout le temps. Donc ouais, tu peux facilement monter à 80, 100 Marines, 10 Terminator, 1 ou 2 tanks. Ouais, c'est clair. Ça peut monter, ouais. Mais c'est normal. Hein. En même temps, ça correspond au fluff de l'Horus Heresy. Une légion, tu vois quoi, des légions, ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois des légions de centaines de milliers de Marines. Et ben, c'est normal que sur une partie à 2000 points, une partie standard, tu te retrouves avec 100 Marines, des tanks et tout, quoi. Ouais, moi, je suis pas choqué. Hein. Mais c'est vrai que ça demande du temps, forcément un investissement conséquent. Mais oui, le temps, c'est le facteur clé. De toute manière, maintenant, on commence vraiment à quitter l'ère de la résine. Donc, quand même, ce sont des projets plus accessibles qu'ils ne le furent. Et en fait, en termes de peinture, il faut également garder à l'esprit que les modèles Horus Heresy sont quand même souvent plus simples, je trouve, à peindre que leurs homologues de 40K. Quoi. On a quand même les armures. Ah oui. Elles sont simples en vérité, quelle que soit la variante de MK1 à 7. On n'est pas sur sur de l'armure Gravis, de l'armure Phobos, enfin en gros des trucs avec des centaines de surlignages à faire dessus. C'est assez carré quoi en termes de peinture quoi. Ouais, ou le Blade Guard quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais le fait que l'armure soit lisse, comme tu dis, alors il y a toujours des espèces d'énormes, des boules ou des pics, tu vois, des boulons, des rivets, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que on est loin quand même des Space Marines du chaos à 40K avec des détails dans l'armure ou des sortes de batailles, des trucs comme ça. Donc, quoique maintenant, avec, comme on a dit tout à l'heure, le print 3D, tu peux avoir beaucoup de personnalisation aussi, même dans l'armure. Ouais. Donc, mais ça s'adresse peut-être pas forcément à tout le monde. Ouais. C'est plus simple, je suis d'accord. En termes de peinture, on va dire le produit standard de l'Horus Heresy, le Space Marine, ça va être plus simple à peindre que celui de 40K. C'est clair. Et puis de toute façon, le fait que ce soit pas... Le Primaris, c'est plus gros aussi. Hein, donc,
T'as l'échelle qui joue. Ouais. Une échelle qui a d'ailleurs un petit peu changé, je trouve, lors du passage de la V1 à la V2. On a vu quelques modèles de Space Marine qui ont un petit peu pris en taille. On n'est pas au niveau des Primaris, par exemple, mais on est plus grand, par exemple. J'ai vu qu'un Space Marine MK6, il était plus grand qu'un Marine tactique ancien de Warhammer 40 000. Tu vois, il y a les échelles, bon, ils font un peu ce qu'ils veulent avec, on dirait bien. Ouais, mais ils ont changé. En fait, de par l'augmentation du dynamisme des figurines, forcément, l'échelle a un peu changé parce que tu peux pas mettre des bras et des poses, le mec il saute et tout. Il faut qu'il le fasse légèrement plus grand, ou peut-être c'est une impression, mais disons que l'échelle a effectivement véritablement changé depuis ce passage à la V2. Mais pour moi, c'est pas plus mal, moi je m'en plains pas. Ouais, puis pour l'avoir vu en vrai, en fait, ça cohabite quand même très bien, quoi. Les différents modèles d'armure, ils cohabitent très bien entre eux. D'ailleurs, on est dans le hors-sujet complet, j'étais en train de parler des règles, mais on s'en fout, c'est pas grave. Moi, je trouvais que le Maris de base, il était un peu tassé sur lui-même, tu vois. Alors qu'ils aient changé d'échelle, je trouve ça pas mal. Ouais, moi, en termes de représentation sur table, par contre, il y a quelque chose qui a souvent tendance à me piquer un petit peu l'œil, c'est la différence en fait qu'il y a entre les QG, par exemple, et la troupe de base. Tu vois, la troupe de base, on voit quelque chose de maximum épuré. Le plus chargé qu'on puisse trouver, c'est un gars avec 2 épaules sculptées et un casque différent, tandis que quand tu mets les QG à coup de feu, alors là t'as des Praetor mais hyper ornementés, tu vois, en gros c'est les deux gammes qui cohabitent. Il y a un peu le plastique cheap entre guillemets et la gamme premium en résine, et je trouve que voilà, parfois, il y a un truc qui me pique un peu l'œil dans la colocation entre ces deux gammes-là. Ouais, quoi. mais qu'est-ce qui te pique l'œil? Est-ce que c'est pas ton œil justement de modéliste ou de collectionneur qui dit punaise, elle est belle, tu vois? En fait, il y a deux parts de personnalité qui rentrent en conflit. T'as le côté wargamer, tu dis punaise, c'est vrai que c'est pas à l'échelle, ça fait bizarre, pourtant c'est un humain comme lui, c'est pas un géant, pourquoi il a une tête de plus, c'est bizarre. Mais t'as le côté modéliste où en fait elle est tellement classe, il doit sortir du lot, dans ta vitrine elle doit sortir, tu vois, c'est lui que tu regardes dans les squads, c'est lui qui mène les squads, c'est le héros. Moi ça me choque pas, et je suis conscient qu'il y a ces deux facettes là qui entrent en conflit. Mais je suis content de me dire que le héros, il a plus d'attention sur lui et qu'il sorte du lot, justement, quand il est mis à côté d'une escouade. Je suis assez satisfait de cet état de fait. Donc, oui, c'est pas un défaut pour moi. Ouais, mais j'avoue qu'à moi, par exemple, tu vois, en tant que joueur Blood Angel à 40k, mes QG, ils ont tendance un petit peu à se noyer dans la masse, tellement j'équipe mes troupes de base comme des brutes, tu vois, en matière de décoration. Là, c'est vrai qu'à Horus Heresy, putain, les QG, tu les vois, quoi. Les mecs, ils sortent, ils sont plus gros, ils ont beaucoup plus de détails, ils ont des plus gros socles, enfin, ils sortent vraiment du lot, quoi. Et ils sont chopés par un sergent avec un marteau. Pas de chance. Bah ouais. Bah écoute, revenons un petit peu aux règles. Et on va s'amuser un petit peu, outre le moteur de jeu, on va parler un petit peu de ce qui est plutôt l'esprit du jeu. Par là, j'entends, Horus Heresy serait-il plus adapté à un profil de joueur un peu casu, narratif, tandis que du côté 40k, là c'est tous ensemble pour la méta, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Alors, je suis assez d'accord. En fait, pas parce que l'Horus Heresy a changé quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle est restée sur des règles V7, donc on est quand même des années en arrière. C'est surtout que c'est 40K en fait qui est parti sur un mode un peu style jeu vidéo compétitif. Presque, on n'en est pas là, mais on pourrait presque être au jeu d'échecs, tu vois, pour le côté égalité des chances. On n'en est pas encore là, mais bon, s'ils veulent faire de l'égalité des chances à chaque fois, ben en fait, les mecs, faut qu'ils jouent aux échecs. Mais disons qu'on est là-dessus, sur un jeu assez lisse, avec juste de la stratégie pure et du metagame, alors que de l'Horus Heresy, on est resté sur un jeu beaucoup plus riche en termes de règles, avec énormément de règles spéciales,
une prise en compte du terrain qui était très très intéressant, donc qui apportait des malus au déplacement, à la charge, à l'initiative, un bonus de couvert réaliste en fonction du type de décor aussi, qu'il n'y a pas du tout en 40K. Alors ils essayent un petit peu de le refaire, mais c'est vraiment très très léger. Donc en Horus Heresy, c'est pour moi un gros avantage effectivement d'avoir autant de règles, et donc ça peut satisfaire au type de joueur qui veut raconter une histoire où chaque action, il y a des interactions en termes de figurines et de déplacement de statistiques, tu vois. Donc ouais, c'est clair que le côté narratif est beaucoup plus propice dans le jeu de l'Horus Heresy, mais ça peut aussi peut-être être un désavantage, c'est-à-dire que n'importe qui va pas tout de suite être séduit par l'épaisseur et la profondeur des règles. Tu vois, autant aussi riche que ça peut être, ça reste pas moins une quantité impressionnante de règles à intégrer pour pouvoir jouer de manière fluide. Tu vois, parce que si tu es encore le nez dans tes bouquins, c'est très éprouvant comme partie. Tu passes toute une après-midi à lire, ok, ma règle spéciale, elle est là, page combien, machin, tu vas dans le sommaire, machin. C'est très laborieux comme truc. Ouais, une fois que tu connais bien tes règles de jeu et que tu n'as plus besoin de rentrer dans ton livre de règles à chaque fois, et que juste tu joues, ok, bon, ça, tu fais ça, tac, ah ouais, tu as ton malus, tu peux jouer sur le couvert, tu peux jouer sur les réactions. Là, tu es vraiment dans le cœur du jeu et tu peux profiter pleinement du système de jeu avec ses réactions, les spécificités de tous les chapitres et la richesse du jeu. Donc, ouais, c'est deux communautés qui sont différentes. Ouais, je pense qu'on peut faire un peu le parallèle avec un jeu comme Old World par exemple, qui semble être un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que les règles sont hyper touffues, c'est-à-dire que t'en fais clairement pas le tour en 2 ou 3 parties. Les livres de règles sont gros, par contre les livres d'armée sont simples, tandis qu'à 40K c'est l'exact opposé, c'est qu'on a un noyau de règles qui est plutôt simple à appréhender, et là c'est dans les codex qu'on va retrouver une importante surcouche de règles spéciales. Ici dans Horus Heresy, ça semble être un peu comme dans Old World, c'est que tu as un livre de règles très gros qui intègre déjà énormément de règles spéciales, tandis que du côté, les équivalents codex, on va être plus ou moins sur de la simple datasheet, quoi. Oui, je pense que là, c'est deux choses qui s'opposent. C'est d'un côté, ta 40K, tu dois pouvoir jouer avec seulement ton bouquin de règles, ton codex, tu vois. Et le bouquin de règles, il est gratos, en ligne ou dans ton petit bouquin, dans ta petite boîte que tu as acheté, tu as le fascicule, le dépliant avec tes règles de base. Mais tu dois pouvoir jouer avec ton codex. Alors que l'Horus Heresy, tu peux pas jouer avec le codex seul. Il faut le bouquin de règles parce que tu as tout le glossaire de règles. Donc là, on est encore dans un truc un peu à l'ancienne où c'est très très lourd comme processus, où tu es obligé d'aller chercher, ok, dans mon bouquin, dans mon codex, il y a marqué cette règle, allez voir, page. Là, c'est un peu les bouquins dont vous êtes le héros. Tu vois. Bon. Allez, page ici pour voir la règle spéciale, tu l'ouvres. Attends, non, en fait, ça suit la règle explosion. Ok, je vais là. Explosion, pilonnage, c'était retour ici. Là, il faut aller revoir le moral. Tu vois. Donc, c'est un peu des casse-têtes, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de règles, tout simplement. Donc, le bouquin est assez épais. Mais ça a le désavantage du fait que tu es obligé d'avoir les deux règles et d'osciller entre les deux, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'il existe quand même une scène compétitive Horus Heresy. Je sais pas si tu as déjà regardé SN Battle Report, qui organise d'ailleurs même des événements liés à l'Horus Heresy. Enfin, les mecs, ils organisent des tournois, etc. Donc, c'est quand même possible, apparemment. Ouais, c'est assez étrange du coup, parce que bon, moi, j'accepte tout le monde, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que si tu as un jeu qui est beaucoup plus poussé vers le narratif, il faut vraiment être amoureux de l'univers Horus Heresy pour vouloir faire du tournoi avec l'Horus Heresy. Ça semble être leur cas, ouais. Et pas pouvoir transférer sur le 40K, tu vois, parce que si tu veux faire du tournoi, tu vas sur 40K, c'est beaucoup plus simple, c'est plus lisible, ça va vite. L'Horus Heresy, c'est quand même, il faut vouloir passer du temps et il faut être beaucoup plus pointu en termes de règles pour pouvoir faire du compétitif, parce que forcément tu vas avoir la cloque, il y a énormément de règles, donc il faut tout connaître. Je pense que c'est beaucoup plus éprouvant de faire de tournois sur l'Horus Heresy, ça doit être moins accessible, tournois sur du 40K.
Donc courage à eux, force à eux, quoi. Bon bah écoute, maintenant qu'on a un peu fait le tour de tout ça, est-ce que tu es au courant qu'il y a quand même une rumeur très très persistante qui parle d'une Horus Heresy V3 et qui devrait débouler même cet été? T'en penses quoi toi? Est-ce que ça vient pas un peu trop vite? Alors déjà, j'ai entendu parler de cette rumeur, effectivement, a priori mois de juin, juillet, vers là. Moi, je suis totalement hostile, vraiment hostile à cette nouvelle version, si jamais ils font ça. J'espère que ça sera une version 2.2.1. Ouais. Mais là, s'il faut reprendre les bouquins, parce que si tu fais une nouvelle version, déjà toutes les règles vont changer. Bon, après, à la limite, les règles, comme on a dit, c'est plus axé sur du narratif. Donc les règles, quelque part, quand tu es en convention narrative, tu fais un petit peu ce que tu veux, quoi. Pas sur les règles d'unité, mais disons sur les règles du scénario, quoi. Tu peux vraiment... tu as une largeur beaucoup plus intéressante. Mais par contre, s'ils changent, parce qu'ils peuvent très bien changer l'échelle, hein. S'ils font une nouvelle boîte de base avec des mecs un peu plus gros, tout est possible. Tout est possible. Ressortir... Ah, ce serait brutal ça quand même. Hein. Ah ben ouais, non mais bien sûr, ressocler tes unités. Enfin, ils peuvent faire des dingueries, hein. Et... rien que rééditer les bouquins, s'il faut racheter tous les bouquins alors qu'on a déjà pris, t'imagines, il y en a des bouquins, hein, Mechanicus, les agents impériaux, les loyalistes, les renégats, le bouquin de règles, les titans, je sais pas où est-ce que c'est les titans. Si, ça doit être dans... Enfin bon. Ouais, il y a même eu des bouquins de campagne, je crois. Ouais. Ouais, enfin bon. Donc à part si t'es vraiment un collectionneur et que t'aimes lancer ton argent dans des bouquins, ils sont beaux les bouquins, je dis pas, hein, mais... je trouve que c'est un peu tôt, alors que là, tout est en train de... Tout est au vert, quoi, pour Horus Heresy. Je sais pas, le jeu est pas en perdition. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il faudrait refaire comme ça une édition. Ouais, je sais pas. T'as une idée, toi, dessus, sur cette réédition, rumeur de réédition? Non, en tout cas, si je me mets à la place d'un joueur Horus Heresy, clairement, je pense que tout comme toi, je serais complètement hostile à un renouvellement qui semble un peu précipité, parce qu'il y a un autre facteur en fait dans ce jeu et qui moi m'attire de plus en plus. En fait, c'est le facteur. Comment dire, je trouve pas le mot à mettre là-dessus, mais en gros, c'est le jeu, il sort, et ensuite, t'es peinard. Stable. Il y aura pas d'errata, de fac, de data slate tous les 3 mois, non. Les règles, elles sont dans un livre, et ce livre, en fait, quelque part, il est un peu figé dans le marbre. On va pas venir t'emmerder à coups de mise à jour incessante, à coups de codex qui changent de règles au bout de 3 mois. Je pense que moi, en tant que joueur, c'est un des trucs que j'apprécierais le plus, en vérité, dans Horus Heresy. À vrai dire, je l'apprécie même dans certains modes de jeu, tu vois. Moi, je joue beaucoup à Boarding Action à 40K. Le livre, il est sorti, mais celui-là, je vais me le traîner 3 ans. Il n'y a aucun problème. Moi, j'apprécie ça, quoi, d'être dans un jeu. Ça, en fait, ça prouve que le jeu a été bien écrit. Quand le truc s'offre à toi et qu'il reste tel quel pendant des années, exactement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a été bêta-testé, play-testé, qu'il n'y a pas d'erreur de règles écrites. Tout va bien, quoi. Et je pense que quand on s'inscrit en fait dans cette logique-là d'un jeu assez peinard, tu vois, quelque chose de paisible, on n'a pas envie que ça change, quoi. Mais je suis d'accord. Moi, quand la V8 de 40K est sortie, j'étais au bout de ma vie, hein. Franchement, la V7, j'adorais cette version. C'est pour ça que le système de jeu Horus Heresy, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Parce que c'est des repères que je connaissais très très bien et qui m'allaient. Donc, passer à la V8 où tu n'as plus d'initiative, tu te rends compte? Moi, ça m'a choqué, hein. Plus d'initiative, plus de valeur de capacité de combat par rapport à l'adversaire. Ça m'avait surpris aussi quand j'ai repris le jeu de voir ça disparaître. Ouais. Des blindés avec de l'endurance. Moi, j'aimais bien ce côté. Je vais essayer de prendre l'arrière du véhicule pour lui choper son blindage arrière et essayer de le faire sauter direct. Ouais. Je trouvais ça intéressant en termes de tactique, tu vois. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Là... Il rechange de version, c'est pareil, c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir un jeu, me mettre dedans, le poncer avec plein de factions différentes, essayer de voir des choses peut-être, des profondeurs de règles que j'avais pas vues, même après des années de jeu, ou des combos qui peut-être j'étais passé à côté, pareil. Mais ça, il faut du temps. Et s'ils te sortent une nouvelle édition, comme ils font un 44 tous les 2 ou tous les 3 ans. Oui, ouais, c'est brutal. Ou des facs tous les 6 mois, voire tous les 3 mois maintenant, la data slate. C'est tous les 3 mois, t'imagines? Alors, c'est vraiment pour le compétitif. Ça s'adresse à qui? Tu vois, à qui ça s'adresse?
Si tu fais pas 1 ou 2 parties par semaine, Ouais, grave, ouais. la data slate, elle te sert à rien, quoi. Tu vois, si tu fais une partie par mois, tu as fait 3 parties et tu changes tes repères, et tu connais même pas par cœur tes règles, et tu changes direct. C'est délirant. Donc faire quelque chose comme ça sur de l'Horus Heresy, ou comme on a dit tout à l'heure, c'est 2 communautés totalement différentes, avec une plus de collectionneurs et d'amoureux du lore, et de l'autre des compétiteurs qui, eux, tu vois, ils cliquent, tu vois, clac, 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 c'est du, comment ça s'appelle, quand tu... Ouais, du zapping, ouais. C'est du zapping, tu vois, c'est culture zapping. Donc l'Horus Heresy, on est plus posé, d'aucuns diraient on est des vieux, tu vois, des vieux grigous, ok, si tu veux, mais bon, quelque part, tu as quelque chose qui fonctionne, et bah tu l'exploites, et au moins tu peux jouer, t'es pas obligé, t'es pas forcé de faire une partie par semaine. Ouais. Tu fais une partie par mois entre potes, et c'est très bien. Et quand tu reviens l'année d'après, tu reviens, bah, les gars, j'ai peint 1000 points de plus, on se refait la revanche, et c'est génial, tu vois, et tu reprends vite tes repères. Si ça change entre-temps, moi, j'aime pas ça, voilà. J'aime pas trop quand ça change aussi vite, surtout sur un jeu qui normalement s'y prête pas à la base. Parce qu'ils ont fait la V8, V9 et maintenant V10 en 40K, justement pour pallier au fait que la V7, c'était un peu, on va dire, lent, surtout le corps à corps, tu vois, le fait que tu peux être bloqué au corps à corps pendant des années, tu vois, donc c'est un peu chiant, c'est vrai qu'il y a des choses, mais bon, ça a été corrigé, il y a des choses qui peuvent être évoluées avec des règles spéciales, tu vois, ça c'est possible. Mais donc là, de changer de version comme ça, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que c'est juste une fausse rumeur. Ouais, ce sera peut-être une 2.5 en vérité, quoi, qui intégrerait mieux peut-être les nouvelles factions dernièrement sorties. On sait pas trop. En tout cas, ouais, j'avoue, il y a quand même un danger qui va avec. Le danger, c'est qu'il révolutionne quelque part le moteur de règles. Ouais. Et je pense que toi, comme beaucoup d'autres joueurs d'Horus Heresy, n'ont pas envie de voir un système plus moderne, façon V10, Ah non, mais c'est clair. gangréner un petit peu ce jeu qui reste un jeu à l'ancienne, quoi. Il y a quelque chose qui peut être optimiste, c'est que si on se base sur la nouvelle version du jeu Seigneur des Anneaux, et que s'ils font ça sur l'Horus Heresy, c'est très bien. Parce qu'il n'y a presque rien qui a changé. Ouais, ils sont restés. Ouais, je crois. Il me semble bien qu'ils ont rien trahi, quoi. Ils sont restés très fidèles à l'esprit du jeu tel qu'il était, quoi. Ouais. Donc s'ils font ça, une mise à jour de cet acabli, je suis très content. Voilà. Et il y a quelques petites choses qui pourraient modifier, c'est vrai, surtout sur la phase de corps à corps où, comme je t'ai dit, tu peux être verrouillé en combat. Tu vois un Angron passer 2 tours, hein, c'est 4 phases de corps à corps. Ouais, là, c'est un peu abusé, là. C'est chiant, quoi. Bah écoute, je te souhaite que cette rumeur en soit une fausse et que s'il y a des nouveautés, elles ne viendront pas tout chambouler, parce que c'est vrai que les durées de vie de jeu de 3 ans, moi clairement je trouve ça beaucoup trop court. Là, clairement, la V10, tu vois, j'y joue moins qu'à la V9. Et en fait, parfois, je passe plus de temps à suivre l'évolution des règles qu'à jouer vraiment. Donc, c'est un peu chaud. Bon, de toute manière, maintenant, je fais du board in action principalement. Donc, j'en ai un peu plus rien à foutre des data slate et compagnie. Mais en tout cas, ouais, je te souhaite que s'il y a nouveauté, ce ne soit pas une nouveauté trop révolutionnaire, on va dire. Bah, écoute, pour conclure un peu ce petit échange à propos de l'Horus Heresy, est-ce que tu as des projets à venir dans ce jeu-là ? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire ? Et qu'est-ce que tu aimerais bien voir sortir aussi comme nouveauté potentiellement ? Alors en termes de nouveautés qui pourraient sortir, est-ce que j'ai vraiment un désir particulier ? Je pense pas. Honnêtement, je vois tout ce qui sort, la frénésie de games. T'en as trop eu, vous êtes gâtés pourris là. Mais c'est ça, ouais. Entre les sorties games, les sculpteurs 3D, honnêtement, moi je suis déjà noyé sous les sorties. Ouais. Je peux pas me plaindre. Donc ensuite, les projets sur lesquels je travaille moi perso, je suis sur mon armée de World Eaters là en ce moment. Là, j'ai une quarantaine de fantassins que je suis en train de faire. Excellent. Je suis en peinture là, donc ça va être excellent, ouais, c'est clair. Est-ce que tu as vu les nouveaux Rhino World Eaters signés par Icarus Pattern ? Putain, ils sont incroyables. Est-ce que je crois pas que j'ai vu, ils sont sortis quand ? Récemment ? Très récemment, il a fait plusieurs modèles de Rhino World Eaters avec une espèce de broyeuse à l'avant. Ah non, je les ai pas vus ceux-là, non. Excellent. Icarus Pattern. Bon, après, c'est du luxe. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas en Rhino de toute façon. J'ai très peu de tanks. J'ai que des mecs qui courent ou ils ont des réacteurs dorsaux. Ils ont des fouets en même temps en l'air, tu vois. Des fouets barbelés. C'est génial.
Non, sinon, je rajouterais une chose sur le système Horus Heresy qu'on n'a pas dit, et il fallait que je le dise. Ouais. C'est sur la résolution des pouvoirs psychiques, Ouais. Ah, qui une est vraie phase psy. Ouais. excellente. C'est une aptitude par défaut. Ah ouais, il n'y a pas de phase psy, mais c'est soit des tirs, soit une aptitude qui booste un test psy, qui vont faire un petit peu, soit tu peux risquer d'avoir d'un péril, mais disons que tu peux activer tes armes de force par un test psy et elles deviennent monstrueuses. Ouais. Tu vois, donc tu as à la fois le fait d'avoir une aptitude gratuite par ton personnage et à la fois la capacité d'activer ton arme de force, et tu as un mec ultra badass au corps à corps. Et je trouve que la mécanique des armes psychiques et des pouvoirs psychiques à l'Horus Heresy est extrêmement bien réussie. C'est comme ça que je l'aurais faite sur des parties narratives, tu vois. C'est très très bien. Voilà, petit aparté, mais il fallait que je mentionne parce qu'il y a beaucoup d'endroits, enfin toutes les phases psychiques ont disparu, Ouais. et là au moins c'est vraiment une grande réussite de ce jeu, quoi. Ouais, bah, le Warhammer 40 000 fera bien de s'en inspirer parce que là, putain, en termes. Si tu veux, le psychisme, il est toujours présent en termes de jeu, mais en fait, c'est tellement anecdotique que ça n'a pas l'importance que ça devrait avoir, quoi. Non, il est plus du tout présent. Il n'y a plus de psychique. C'est des tirs. C'est comme un tir. C'est pas une capacité ni rien. Il n'y a plus rien. Bah ouais, tu vois, quand tu joues un personnage de l'ordre de Méphiston, tu vois, qui est vraiment un des plus puissants psychers du monde, hein. Dans les écrits, parfois tu le vois, mais fumer un nuage entier de gargouilles tyrannides, hein, tu vois, d'une simple pensée, ça sur une table, putain, mais à aucun moment ça le fait, quoi. Tu regardes, ok, psychisme, c'est un tir, tu lances un dé, hop, tu fais 2, ok, il se passe rien, bon, suivant. c'est horrible, quoi, c'est horrible. Exactement, c'est ça. Ils ont réduit les pouvoirs psychiques à des tirs, alors que tu pouvais avoir un peu de relief dans tes capacités, tu vois, d'exploiter tes figurines. Eh bien non, là, ils ont totalement supprimé ça. Bon, bah, on va faire simple, pas se prendre la tête. Le psy, c'est du tir, tu vois. Donc, bon, pareil, hein, moins de richesse, c'est le zapping. Ah bah c'est pour ça, de toute manière, la V10, c'est vraiment l'exact opposé de la V7 que toi tu aimes bien, hein. C'est vraiment l'exact opposé de ça, quoi. C'est que le noyau de règles, on fait le truc le plus simple possible et après on complexifie uniquement les éléments de gameplay, quoi. C'est vraiment deux écoles, quoi. On digresse un peu, mais c'est vrai qu'ils ont fait tellement un truc lisse et on va dire simple que pour complexifier le truc, ils ont forcément mis des conventions de table de jeu symétriques. Tu vois, là on revient aux échecs symétriques, oui, avec énormément de bloquants, parce que le jeu est pas du tout il est pas du tout équilibré sur une table, on va dire narrative, tu vois, qui ressemblerait plus à un environnement, on va dire, naturel, ou même qui se plonge dans l'univers de 40K. Ouais. Sur une table, on va dire, naturelle, et ben l'armée avec du tir va rouler sur l'autre, tu vois. Donc pour pallier à ça, ils ont sorti artificiellement des conditions pour que y ait un petit peu une égalité des chances et que ce soit un petit peu la tactique ou la stratégie qui soit mise en avant. Parce que le jeu est tellement mal écrit que ils sont obligés de faire ça, quoi. Si tu joues en amical avec un groupe de potes où t'as pas une table réglementaire, bah il y aura un no match. Il y en a un qui va rouler sur l'autre, hein. C'est obligatoire. Ouais, c'est vraiment un choix qui a été fait. Moi, tu vois, je trouve pas que le jeu soit mal écrit en l'état. En fait, il me plaît même beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a ce côté, on complexifie finalement un peu artificiellement un noyau de règles qu'on a voulu quand même le plus simple et le plus accessible possible, quoi. Bah, de toute façon, c'est pour ça que même le truc encourage au jeu à haut niveau, quoi. C'est que, ok, le noyau de règles est très simple. Par contre, dans la maîtrise du jeu, tu peux aller mais jusqu'à la stratosphère, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, comme je t'ai dit, c'est vraiment deux écoles de jeu complètement différentes. Horus Heresy et 40K apparemment, quoi. Exactement. En tout cas, toi, tu as fait ton choix. Alors moi, je fais les deux, mais je préfère le système de jeu l'Horus Heresy, hein, largement, c'est clair et net. Mais 40K, étant donné que si tu joues pas dans les conditions de tournoi, tu vas être frustré. Donc effectivement, ça pousse vraiment vers le haut. À essayer de mieux prendre en compte les conditions de tournoi, quoi. C'est clair. Ouais, bah moi de toute façon, je le dis souvent, hein, sur Ruralhammer, nous autres, en fait, les joueurs un peu casus et narratifs,
en vrai, on est inscrit dans la lutte, quoi. On doit lutter face à un système de jeu qui ne s'adresse plus forcément à nous, et on doit lutter avec tu vois, ne serait-ce que les décors, quoi. Nous, voilà, on refuse de jouer sur des layouts WTC. Eh bien, on doit lutter, pouvoir jouer avec les décors que nous on aime et leur trouver des règles spéciales, tu vois, qui redonnent un peu de sens à tout ça. Bref, on est dans la débrouille en permanence. Et c'est vrai que là, au fil de cette émission, tu m'as bien donné envie quand même d'avoir un jeu pépère, tu vois. Ah, mais ça vaut le coup, hein, c'est clair, ça vaut le coup. Hein. Avoir un jeu pépère, tu vois, où il y a un peu d'accent narratif. Il faudrait que tu passes au studio, et on se fait une super partie. Ouais, c'est ça, putain, c'est vrai que ça sauce, hein, ça sauce vraiment. Et de toute manière, je le sais, hein, ça je le sais de longue date, un jour je rentrerai dans l'Horus Heresy avec des Iron Warriors, ça paraît assez évident. Bah écoute Robin, je pense qu'on a quand même fait un beau petit tour de ce qu'est le jeu Horus Heresy en 2025. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose de particulier dans tout ça, un petit oubli peut-être ? Non, je dirais comme mot de la fin que le moteur de jeu est la version 7 de 40K mais revisitée, donc en mieux. Ils ont réussi à pallier à beaucoup de problèmes qu'il y avait. Ça se joue très très bien, effectivement, ça permet aussi de donner vie à toute notre créativité dans vos légions. Et ça permet aussi de se poser, vraiment, de profiter de notre passion. Hein. C'est pas que du jeu compétitif où il faut essayer de déboîter l'autre. On est aussi là pour mettre nos figurines qui sont dans des vitrines, on les pose sur la table, on les regarde. Et puis on s'amuse avec à raconter une histoire. Et je pense que c'est la base du jeu. Et dans l'Horus Heresy, ça permet vraiment d'exploiter tout ce côté narratif et rêveur, hein, simplement, qui nous passionne tant dans ce hobby, quoi. Voilà, c'est un peu mon mot de la fin. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Peut-être qu'il fera naître plus d'une vocation. Bon, moi, c'est déjà acté. Et du coup, un jour, je te donnerai un coup de fil en te disant on se fait une partie Iron Warriors. Tu vois, ça, il n'est pas impossible que ça arrive, tout ça. En tout cas, un grand merci à toi pour avoir fait la petite couverture sympa de ce jeu dont on entend assez souvent peu parler, malheureusement. Mais néanmoins, s'il y a des nouveautés à venir là, cet été, si cette émission donne envie, s'il y a même des auditeurs de Rural Hammer qui veulent se lancer dans l'aventure, sachez que moi, je suis assez prêt. Donc, en attendant de prochaines news d'Horus Heresy, portez-vous bien. Ciao Robin, et un grand merci à toi, et je te souhaite tout le meilleur pour le futur au sein de la petite équipe Sales Figurines. Portez-vous bien tout le monde, et à plus tard sur Rural Hammer. Ciao. Salut à tous, merci.